aujourd'hui, vous participez au 8e Club Énergie Sprong de France. Donc, c'est un club d'entreprise. Et donc, on est exceptionnellement en webinaire. C'était prévu initialement en présentiel à Amiens, mais compte tenu du faible nombre d'inscrits, on a préféré maintenir le sujet, mais vous proposer cette fois-ci en distanciel, donc en visio. On est en format visio, donc il y aura un certain nombre de petites règles à respecter. Donc, si vous n'êtes pas intervenant, veuillez couper votre micro et votre caméra. Ou c'est pareil au niveau des intervenants qui prennent le micro pour éviter les bruits un peu parasites. N'hésitez pas à utiliser le chat pour, en indiquant votre nom, votre prénom, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, son activité, éventuellement vos besoins. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un annuaire des entreprises partenaires Énergie Sprong. Si votre entreprise n'y figure pas et que vous souhaitez qu'elle y figure, n'hésitez pas à nous l'indiquer sur le chat, on vous remettra le gabarit. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez poser votre question par écrit dans la conversation en précisant le destinataire si besoin. Et enfin, comme d'habitude, les supports de présentation, comme le replay, vous seront proposés directement à l'issue du webinaire. Alors, un ordre du jour qui est assez dense. On vous a préparé un programme qui est très costaud, donc une rapide introduction. Puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Pierre-Antoine vous proposera d'échanger sur les attendus du cahier des charges, notamment sur l'aspect E égale 0 en termes de production d'énergie. Donc il reviendra notamment sur un certain nombre de scénarios qui sont réalisables. Donc ce sera une partie un peu plus théorique. Et après, on aura 2 temps plutôt pratiques avec des solutions alternatives locales et viables pour la production d'énergie. J'évoquais 2 temps parce qu'il y aura bien 2 tables rondes avec un quart d'heure d'intervention par intervenant. La première table ronde, elle sera elle portera sur la production d'énergie thermique. Elle sera programmée de 10h30 à 11h20. Et la deuxième table ronde portera sur la production d'énergie électrique ou la récupération d'énergie. Entre les deux, vous aurez un jeu de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter vos questions, vous en avez peut-être déjà pour nos intervenants. Et on finira ce webinaire par un temps de conclusion, un rappel des prochaines étapes, et on vous indiquera la date du prochain Club Énergie Sprong qui sera programmé donc plutôt en janvier 2022. Alors, très brièvement, le Club Énergie Sprong, c'est porté par Greenflex au national, et au local, c'est porté par les clusters régionaux, à savoir le pôle énergie, le CD2E, le pôle Médé, FIBO Hauts-de-France et Energaia. Donc à chaque fois, on est un peu vos centres de ressources. Donc on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et également vous accompagner sur divers sujets en lien avec nos métiers. Donc bien évidemment, tout ça, ça se fait en collaboration avec le programme REV3. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Antoine. Oui, merci Doris. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre-Antoine Dufresne, je suis chef de projet dans l'équipe Énergie Sprong France, donc chez Greenflex, et plus particulièrement en charge de l'accompagnement des entreprises, donc des acteurs de l'offre, et de l'Observatoire coût qualité impact des rénovations Énergie Sprong. Du coup, je te fais signe pour avancer, Hélène. Merci. Alors, donc le thème d'aujourd'hui, c'est production d'énergie renouvelable en vue de l'atteinte du E égale 0. Donc on peut-être, pour commencer, un tout petit rappel du cahier des charges, même si on va aller très vite sur ce sujet, parce que je pense qu'à présent, vous le connaissez tous. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est ce qui est encadré sur la slide que vous voyez. Donc, c'est côté niveau énergie zéro et la production locale d'énergie renouvelable. Évidemment, donc là, on a remis les 3 autres piliers qui sont fondamentaux du cahier, les 3 autres piliers du cahier des charges qui sont fondamentaux. Donc, la rénovation rapide en site occupé, donc liée notamment grâce à, qui repose sur les procédés d'industrialisation des rénovations pour les faire plus performantes, plus rapidement et plus massives. L'équilibre économique sans subvention à terme, qui est bien évidemment lié à la garantie de performance, donc qui permet d'avoir un modèle économique qui fonctionne côté maîtrise d'ouvrage et côté entreprise.
Et enfin, le confort de vie des occupants, donc la désirabilité de la rénovation, la minimisation des nuisances et la mise au centre un peu de leurs besoins et de leurs attentes en termes de niveau de service, en termes de confort thermique. Donc tout ça sont ces quatre éléments avec le E égale 0 qui sont absolument indissociables et qui constituent finalement les fondamentaux du cahier des charges énergie. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Alors, très rapidement aussi, comme on a moins de temps que prévu, puisque on est passé en format digital alors qu'on devait être en présentiel initialement, je vais peut-être passer plus vite que ce que j'aurais voulu sur ces sujets-là, mais peut-être un petit bref rappel du pourquoi. L'idée des rénovations énergie Sprong, c'est de pouvoir accélérer les rénovations performantes globales et ambitieuses, et donc de rajouter une sorte de critères qui permettent finalement de faire émerger un segment de marché qui aujourd'hui n'existe pas pour tirer l'ensemble de la filière vers des rénovations qui soient industrialisées, donc plus efficientes, évidemment à terme qui soient aussi moins chères pour les rendre le plus abordables possible pour pouvoir les déployer en fait, pour pouvoir les répliquer massivement en France. Et donc, l'idée d'Energy Sprong, c'est de créer ce segment de marché qui serait de niveau A+, sur l'échelle du DPE, par exemple, pour pouvoir, d'une part, tirer la filière, mais aussi pour pouvoir compenser l'ensemble du patrimoine qu'on ne pourrait pas amener au-delà de la classe C. Parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du patrimoine français, on a des actifs qui peuvent être rénovés à un niveau de performance qui peut correspondre à du A, du B, mais on en a aussi qui sont très caractéristiques et très particuliers et qui ne pourront pas forcément aller au-delà de la classe C, même en une fois et même en mettant les moyens, pour des raisons architecturales, constructives, techniques. Et donc aujourd'hui, c'est bien l'ensemble du parc au niveau moyen BBC qu'on vise hein, pour d'ici à 2050. C'est ce qui a été écrit dans la stratégie nationale bas carbone. Et donc, à notre sens, on a besoin de cette façon de faire, de ce segment de marché qui permettra d'aller chercher les gisements de TWh d'efficacité énergétique pour pouvoir amener l'ensemble du parc au niveau BBC moyen en 2050. Donc, je te laisse passer à la suite. Donc, pour résumer rapidement sur ce E égale 0 et rappeler un peu comment le cahier des charges le définit. Donc, on parle bien de consommation d'énergie réelle, tout usage, donc en incluant bien sûr le chauffage, l'eau chaude, ventilation, tout ce qui est auxiliaire, ce qu'on appelle classiquement les auxiliaires dans la réglementation, donc pompe, etc. Enfin, tout ce qui va avec les équipements de chauffage et de ventilation. Et également les consommations dites, ce qu'on appelle le spécifique classiquement, donc ce qui relève de l'usage, éclairage, prise de courant et électrodomestique, donc cuisine, informatique, etc. Donc c'est vraiment tout usage. Et l'idée, c'est que la différence avec la production d'énergie renouvelable locale soit inférieure ou égale à zéro. Donc c'est ce qui définit ce E égale zéro. Donc évidemment, alors, quelques précisions sur ce calcul. Il est lissé sur l'année, c'est-à-dire que ce E égale 0 doit être vérifié sur des consommations qui sont sommées au niveau de l'année. C'est évidemment par logement quand on est en logement individuel isolé ou par bande de logement quand on est sur des maisons regroupées, qui sont c'est-à-dire des ensembles de maisons mitoyennes, ou par bâtiment quand on est sur du logement collectif. Donc tout usage inclus, ça je l'ai déjà expliqué, dans des conditions d'occupation réelles, donc puisqu'on parle de consommation réelle, mais évidemment ajustées aux conditions climatiques et à l'usage, c'est-à-dire qu'on demande une vérification dans le cadre, on demande en fait ce qu'on appelle de la mesure et vérification, donc ce qui est défini par un protocole international qui s'appelle l'IPMVP, que vous devez certainement déjà connaître, euh, pour pouvoir vraiment se ramener dans les conditions d'usage de référence en procédant aux ajustements climatiques et d'usage qui vont bien. Évidemment, ce serait, enfin, la première clé d'entrée de vérification, c'est de regarder les index des compteurs entre ce qui rentre et ce qui sort pour vérifier ce E égale 0. Mais des fois, on n'aura pas forcément le résultat attendu et ça peut être lié justement à ces facteurs d'usage ou climatiques qu'il convient dès lors d'analyser. C'est pour ça qu'on parle de mesure et de vérification. On va dire, l'engagement contractuel de la garantie s'applique sur une situation qui est ajustée, donc c'est-à-dire après avoir procédé à une mesure et une vérification. Et ce, chaque année pendant 30 ans. Alors, très rapidement, merci Hélène. Je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on en a aussi déjà beaucoup parlé. La conception énergétique qui permet d'atteindre ce E égale 0, avant d'arriver aux énergies renouvelables, hein, qui est l'objet de notre atelier de ce jour, c'est bien évidemment d'abord d'adresser les besoins des utilisateurs, c'est-à-dire l'usage, hein, donc quel est le niveau de service attendu. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle le design énergétique et l'expérience utilisateur. Donc déjà, pour commencer, se reposer les bonnes questions, quels sont les besoins, quels sont les niveaux de service attendus par rapport aux usages qui sont adressés, qu'on soit sur du résidentiel, qu'on soit sur de l'éducatif, des bâtiments scolaires par exemple.
Ensuite, on parle c'est la deuxième étape, c'est l'efficacité énergétique. Donc, quels sont les équipements en termes d'isolation, en termes de production de chaleur, en termes de systèmes techniques qui permettent de répondre à ces besoins et comment on fait pour pouvoir les concevoir le plus efficacement possible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et enfin, en dernier lieu, une fois qu'on a fait tout ça, donc une fois qu'on a significativement diminué la demande énergétique du bâtiment qu'on cherche à rénover, c'est une fois à ce moment-là qu'on se pose la question des énergies renouvelables. Donc, mise en place de production d'énergie sur site. Et donc, c'est ça qu'on va détailler dans la suite. Bien sûr, c'est rétroactif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé cette conception énergétique, se pose la question de l'accompagnement des utilisateurs pour pouvoir essayer d'emmener autant faire que se peut les utilisateurs sur de la sobriété afin qu'on puisse avoir le trio gagnant. Donc, à présent, on rentre dans le vif du sujet sur les énergies renouvelables. Donc, petit point de détail du cahier des charges pour qu'on ça puisse un peu mettre en lumière l'ensemble des échanges qu'on aura dans la matinée. Donc, ce E égale 0 peut être atteint, tout usage, avec une production d'énergie renouvelable qui doit être locale et qui doit correspondre au vecteur énergétique du bâtiment. C'est-à-dire que, typiquement, si on a une consommation d'électricité locale, il faut une production d'électricité locale. Et si on a une consommation d'énergie thermique locale, il faut avoir une production d'énergie thermique renouvelable locale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les vecteurs énergétiques se correspondent. Donc de l'électricité pour de l'électricité et du thermique pour du thermique. On va bien sûr explorer ça un peu ensemble dans la suite pour pouvoir comprendre en fait par l'intermédiaire d'exemples qu'est-ce que ça implique finalement sur des cas, enfin sur des simili de cas un peu plus pratiques. Alors peut-être, pour bien préciser, la définition de l'énergie renouvelable, c'est bien celle de la Commission européenne et du World Green Building Council, à savoir donc tout ce qui est listé sur la slide dans les énergies qui sont listées. Donc on a évidemment l'éolien, le solaire, tout ce qui est pompe à chaleur aérothermique, géothermique, enfin tout ce qui est aussi lié à l'énergie hydrolienne, marine hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge et biogaz. Et la définition du local, qui est un point aussi extrêmement important, on l'a défini dans le cahier des charges de la manière suivante. Pour ce qui est production électrique, c'est le périmètre dit de l'autoconsommation collective étendue. Donc je crois que c'est sur une distance de 2 km, mais c'est spécifié dans l'arrêté du 21 novembre 2019 et je crois qu'on va en reparler dans la suite de l'atelier. Et pour l'énergie renouvelable thermique, on l'a défini comme mise en place à l'échelle de la région. C'est-à-dire que par rapport à la production thermique, on a réfléchi un peu au périmètre qui pourrait être le plus pertinent finalement en termes de local, et c'est le périmètre régional qui nous a été, sur lequel on s'est arrêté à ce stade. Alors, il y aura bien sûr un temps de questions à la fin de ma présentation, donc n'hésitez pas à noter si vous avez des points d'interrogation et on pourra en parler ensemble après. Alors voilà, on va rentrer un peu plus dans les exemples, quelques petits exemples un peu qu'on a remis par rapport à cette production d'énergie renouvelable locale. Donc, dans les 2 catégories avec, dans un premier temps, l'énergie électrique. Alors bien sûr, il y a le solaire photovoltaïque qui a été, déjà largement éprouvé sur les premiers projets Énergie-Sprong, qui est, souvent nécessaire dans le sens où il y a toujours de l'usage, électrodomestique électrique, hein, bien sûr, donc, cuisine, télévision, internet, frigo et cetera. Il y a aussi de plus en plus de systèmes d'éolien domestiques, notamment des startups qui commencent à se développer sur du résidentiel collectif sur ce sujet-là. Et après, on peut aussi penser à la cogénération et la micro-cogénération, donc qui permet une production d'électricité en parallèle de la production de chaleur, qui peut être utilisée. Et dans la deuxième grande catégorie, c'est l'énergie thermique. Alors là, on trouve bien sûr beaucoup plus de possibilités. Donc il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de la biomasse, donc tout ce qui est bois énergie, bien sûr. Le solaire thermique aussi, qui est pas forcément, aussi bien exploité en France que ce qui pourrait être. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on pourra discuter pour tout ce qui est production d'eau chaude, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, pour lisser une production de chaleur pour le chauffage. Bien évidemment, le biogaz et on aura aujourd'hui un intervenant de chez GRDF pour en parler. La géothermie et cetera. Donc voilà, pour tout ce qui est production de chaleur, il y a énormément de sujets, de pistes possibles et on a ajouté aussi tout ce qui est récupération de chaleur, notamment tout ce qui est récupération de chaleur fatale et on aura aussi aujourd'hui un intervenant pour expliquer ce sujet qui aujourd'hui n'est pas, encore déployé dans les rénovations Énergie-Sprong, mais qui nous semble évidemment extrêmement pertinent dans la mesure où, souvent les hypothèses sont prises que la consommation d'eau chaude est incompressible
Et nous verrons que ce n'est pas forcément une bonne hypothèse d'approche et qu'on peut aussi envisager des choses plus malignes. Je peux te laisser passer à la suite, Hélène. Alors maintenant, une fois qu'on s'est dit tout ça, évidemment, il y a le déploiement en cours de la démarche qui nous amène à nous poser des questions sur les cas qu'on rencontre. Et les cas, vous le savez mieux que nous, sont multiples et variés. Typiquement, on s'est posé la question, par exemple, pour ces bâtiments que vous voyez sur l'image de gauche, qui sont donc du résidentiel collectif, mais avec un niveau d'élévation assez important. Donc là, c'était du R+11 de mémoire. Ce qui est forcément limite la surface disponible en toiture pour poser, par exemple, des panneaux photovoltaïques, et avec une configuration de production de chauffage par un réseau de chaleur, avec un taux d'énergie renouvelable dans le réseau de chaleur qui était très largement inférieur à 100%. Donc, dans ce cas-là, évidemment, atteindre du E égale 0, enfin, c'est clairement compromis. On n'a pas assez de surface en toiture pour combler les usages électrodomestiques. On a un réseau de chaleur avec un taux d'énergie renouvelable qui est très faible. Et pour autant, technico-économiquement, il n'est pas intéressant de s'en déraccorder. Donc, il faut pouvoir, enfin, il faut pouvoir le conserver, parce que aussi peut-être que lui il va être amené à évoluer dans les années à venir avec une augmentation de la part des énergies renouvelables. Donc comment est-ce qu'on arrive à quelque chose d'intelligent? Parce que finalement, ce bâtiment-là, il pourrait être rénové déjà, ne serait-ce que sur la partie clos couvert, avec des procédés industrialisés. Donc on a commencé à se poser un peu la question de se dire, ce cas-là n'est pas isolé, mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter finalement comme vision, comme recommandation par rapport à Energisprong? Du coup, je peux te laisser passer à la slide d'après. C'est ce qui nous a finalement amené à nous poser la question de définir un niveau de performance qui sera adapté et qu'on a appelé EnergySprong compatible. Alors ce EnergySprong compatible, la philosophie, c'est de pouvoir se dire que finalement ce E égale 0, il peut ne pas être atteint du premier coup, typiquement quand on est dans le cas de figure que je viens de vous présenter juste avant, mais qui peut l'être en 2 temps. Et typiquement, sur ce type de bâtiment-là, on peut imaginer qu'il puisse être atteint en 2 temps, sur le sujet du réseau de chaleur, de se dire qu'à horizon 2050, il est quand même très probable que ce réseau de chaleur, son taux d'énergie renouvelable augmente considérablement, ce qui résoudrait le problème de la partie chauffage et eau chaude. Et concernant la partie usage électrodomestique, de se dire, bah, pourquoi pas envisager d'autres installations, par exemple, de production électrique avec de la micro-cogénération ou par exemple du photovoltaïque sur, des ombrières de parking, par exemple, pour pouvoir aussi couvrir les usages électriques dans un temps 2. Et donc, c'est ce qui nous a amené à définir ce niveau de performance EnergySprong compatible qui permettrait d'engager le projet pour ce type de patrimoine en se gardant la possibilité, en fait, en prévoyant, si vous voulez, un peu comme des réserves pour la suite, pour pouvoir atteindre ce E égale 0 dans un temps ultérieur. Alors du coup, il est décrit dans notre cahier des charges, hein, il y a une annexe, c'est l'annexe 2 qui est dédiée. Donc pour le logement, l'idée c'est réservé aux bâtiments dont l'élévation est supérieure à 4 niveaux et pour lesquels on a une impossibilité d'atteindre le E égale 0 dans l'immédiat. Et donc, ce qui est demandé dans le cahier des charges pour ce niveau EnergySprong compatible, c'est que dans un premier temps, il faut réduire le besoin, c'est-à-dire mettre l'efficacité énergétique sur la partie isolation enveloppe au niveau d'EnergySprong, donc en respectant les demandes du cahier des charges. Et dans un second temps, de phaser le déploiement des énergies renouvelables locales, donc en concevant finalement quel va être le programme pour pouvoir arriver à ce E égale 0 ultérieurement. Donc voilà, donc en réfléchissant au vecteur énergétique du site et en voyant ce qui peut être fait. Mais donc dans l'idée, c'est de pouvoir finalement débloquer ces projets, de leur permettre vraiment d'avancer sur un niveau de performance, au moins en termes de demande énergétique, qui soit équivalent à du Energisprong. Donc je peux te laisser passer à la suite. Alors du coup, pour finir, quelques petits cas pratiques pour essayer d'illustrer, qu'on a essayé de faire le plus simple possible, mais je pense que c'est assez pédagogique pour bien comprendre. Alors le tout premier, c'est celui qui est le plus, donc c'est la colonne de gauche, c'est la maison individuelle, de plein pied ou en R+1. Donc là, il n'y a pas de difficulté. On a suffisamment de surface en toiture, par exemple, si on se dit qu'on électrifie complètement le chauffage, l'eau chaude, on a suffisamment de surface en toiture pour pouvoir tout couvrir. Donc le E égale 0, la question ne se pose pas. Le cas du milieu, c'est celui de donc, la colonne du milieu. On a des logements collectifs qui sont d'une petite élévation, avec en plus chauffage eau chaude électrique. Là, c'est pareil, on a suffisamment de surface en toiture pour couvrir tous les usages grâce à la compacité du bâtiment. Donc là, le E égale 0,
est possible aussi, donc la question ne se pose pas. Le troisième cas, donc colonne de droite, cette fois-ci, on est sur des logements collectifs qui sont eux aussi chauffés et alimentés en eau chaude par le vecteur d'énergie électrique. Mais cette fois-ci, on est en R+7. Donc là, on a beaucoup plus de logements ramenés au mètre carré de toiture. Et donc cette fois-ci, on n'a plus assez de production de toiture, de surface en toiture qui serait suffisante pour pouvoir couvrir tous les usages. Donc c'est là typiquement où le cadre du Énergie-Sprong compatible s'applique. Donc on applique le cahier des charges logement collectif pour sur tout ce qui est performance énergétique, et il faut envisager des solutions de long terme pour s'approcher du E égale 0, donc de voir ce qu'il est possible de faire sur le foncier aux alentours, sur les autres bâtiments peut-être, pour pouvoir atteindre ce E égale 0 dans un temps 2. Et là, vous voyez, on n'a plus E égale 0, mais on a E flèche vers le bas 0. C'est le fameux, c'est le symbole du Énergie-Sprong compatible. Et donc, typiquement, dans ce cas de figure, c'est donc ce cadre-là du cahier des charges qui peut s'appliquer. Trois autres cas sur la slide suivante, pour bien comprendre aussi, parce qu'il n'y a évidemment pas que le vecteur électrique, pour tout ce qui est chaleur notamment. Donc si on se place cette fois-ci, donc colonne de gauche, sur des logements collectifs qui sont donc d'une forte élévation, et qu'on est cette fois-ci sur le cas de chaudière gaz. Donc typiquement, là, on peut se dire que donc, le cadre énergie-sprong compatible s'applique. Et typiquement, pour tout ce qui est chaleur, on peut envisager la production de biogaz, donc de voir ce qu'il est possible de faire en termes de fléchage de production de biométhane pour pouvoir, à terme, puisque ça ne sera peut-être pas possible en année 1, mais à terme, de pouvoir substituer tout ou partie du gaz qui approvisionne les logements par du biogaz. Donc là, typiquement, on se place dans une réflexion énergie-sprong compatible. Sur la colonne du milieu, et celle de droite, cette fois-ci, c'est le cas du réseau de chaleur. Et donc, on a fait deux cas de figure sur le réseau de chaleur parce que ça nous semble important de bien expliquer ce point-là. Sur les réseaux de chaleur, le parti pris a été de considérer que dès lors que le réseau de chaleur a un taux d'énergie renouvelable supérieur à 65%, on considère que l'ensemble de la production de chaleur amenée par ce réseau n'est plus à compenser pour atteindre le E égale 0. Alors ça, c'est un choix qu'on a fait au début. En fait, évidemment, on est passé par plusieurs stades de réflexion. Au début, on avait fait une règle de calcul pour identifier le delta qui restait à compenser, qui n'était pas ENR du réseau de chaleur. Mais honnêtement, c'était quand même un petit peu complexe techniquement. Donc c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à se dire que dès lors qu'on franchit ce palier de 65% d'énergie renouvelable, on peut considérer qu'on peut faire du E égale 0. Donc sur les deux cas que vous avez, colonne centrale et colonne de droite, dans la colonne centrale, vous avez des logements collectifs avec un réseau de chaleur qui est inférieur à 65% de NR. Dans ce cas-là, on se place dans le cas de figure du Énergie-Sprong compatible, puisque aujourd'hui, on ne peut pas être E égale 0, mais par contre, demain, il n'est pas exclu que ce réseau de chaleur se développe en énergie renouvelable, c'est même à peu près sûr que ça va se produire, et donc on pourra tout à fait être E égale 0 demain. Le cas de la colonne de droite, lui, en revanche, on est sur le cas d'un réseau de chaleur qui est déjà supérieur à un taux d'énergie renouvelable de 65%. Et donc, dans son cas à lui, si on a suffisamment de surface de toiture, par exemple, par ailleurs, pour couvrir les consommations électriques, ce bâtiment-là peut prétendre à être E égale 0. Et donc peut s'inscrire dans le cahier des charges du E égale 0 d'Énergie-Sprong. Voilà, je ne sais pas si ces exemples sont clairs et parlants et permettent un peu mieux de vous faire une meilleure idée, mais du coup, je pense que tu peux passer à la slide d'après, Hélène. Tous ces éléments techniques sont résumés dans notre cahier des charges. Alors, pour l'instant, cahier des charges qui est bien sûr sur la partie logement. On est en train de finaliser celui sur la partie bâtiment éducatif, grâce notamment au premier projet pilote, dont certains d'entre vous participent d'ailleurs, pour lesquels on vous remercie. Mais pour l'instant, il n'est pas encore finalisé, donc pas encore disponible, mais il ne va pas tarder à arriver. Et donc, vous retrouverez dans ces cahiers des charges l'ensemble de ce qu'on vient de se dire là, avec évidemment aux côtés de toutes les autres dimensions d'Énergie-Sprong qui sont bien sûr la garantie de performance, l'industrialisation, l'accompagnement des utilisateurs, etc. Donc je ne sais pas si à présent on peut prendre peut-être quelques questions si on a le temps, Hélène. On peut effectivement proposer si des personnes ont des questions, de se manifester. Oui, bonjour. J'ai une question, Michael Hutin d'Ambismart. Je voulais savoir si dans les énergies renouvelables, il pouvait être envisagé de valoriser de l'énergie fatale. Je pense Oui. en particulier à des activités qui seraient donc non les activités prévues initialement, donc que ce soit du logement ou de l'enseignement,
par exemple, enfin, je donne un exemple qui est peut-être pas le bon, hein, mais si on avait un commerce de type boulangerie qui serait au rez-de-chaussée, est-ce qu'on pourrait envisager que le Ah oui, four de la boulangerie soit utilisé pour chauffer l'eau chaude sanitaire et du coup, il serait enlevé du bilan énergétique ah oui, de oui. l'opération de logement? Ah oui, c'est super ça. Ah bah ça, on vous y encourage fortement. Alors évidemment, j'ai peut-être été un peu vite sur ce point, mais tout ce qui est... Alors nous, ça, c'est ce qu'on appelle, on parle de mutualisation de l'énergie. C'est-à-dire que, évidemment, c'est vrai pour, par exemple, récupérer de la chaleur fatale sur un four à pain d'une boulangerie, mais par exemple, peut-être que demain, ça sera vrai aussi pour récupérer tout ce qu'un ensemble tertiaire qui serait situé à proximité immédiate de nos logements ou de notre école. Et donc, quand on a un ensemble tertiaire, souvent, ça rejette du chaud parce que eux sont plus en demande de froid. Donc, de récupérer cette énergie-là, évidemment, ça rentre complètement dans le décompte et donc ce n'est pas à comptabiliser au titre d'une énergie qui consomme pour atteindre le E égale 0. Enfin, je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais en gros, la réponse est oui. Et donc pour poursuivre également sur ça, l'autre cas d'usage que j'avais envisagé et sur lequel j'ai déjà des contacts éventuels, c'est sur la partie Delta, où on pourrait éventuellement, alors il y a la solution vraiment très distribuée là, de type Carnot, mais on pourrait Oui, imaginer notamment pour des écoles ou des logements collectifs, avoir des choses un peu plus gros, quoi. Avoir bien un petit sûr. data center qui serait par exemple dans la cave ou ce genre de choses et qui serait refroidi grâce à, enfin en tout cas en Bien partie sûr. refroidi grâce à l'eau chaude sanitaire produite dans les logements, quoi. Exactement. Ça marche aussi, oui. Merci de compléter notre liste d'exemples parce qu'en effet, on n'a pas forcément pensé à ça. Merci pour votre réponse claire, du coup. On peut peut-être prendre une autre question et après on va enchaîner sur la suite s'il y a encore une question. Sinon, on enchaîne. Merci Pierre-Antoine pour cette présentation donc, du cahier des charges Énergie Sprong. Donc maintenant, l'idée de cette deuxième partie, ça va être de regarder les solutions opérationnelles justement en termes de propositions, de compensation, en tout cas de production d'énergie. Donc, comme l'a dit Doris tout à l'heure, la première partie va s'attacher plutôt à la partie production d'énergie thermique. Et donc, pour cela, on va avoir 3 intervenants qui sont Lee Mitchell pour la partie biomasse. On va avoir GRDF avec Raphaël Didier. Et pour terminer, Olivier Louard pour la géothermie. Et donc, on va tout de suite enchaîner puisqu'on a 15 minutes par intervenant. Donc, un planning assez dense. On va tout de suite intervenir. Donc, je vais demander à Ali de prendre la parole pour commencer à nous présenter la solution bois. Donc, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Parfait. Donc, j'ai pas de présentation à faire, c'est parfait, merci. Du coup, on peut directement enchaîner sur mon premier slide. Je m'excuse, je viens de voir quelques petites coquilles. Je ferai un envoi pour le montage final, pour un envoi éventuel. Donc, juste avant, là, sur la page de garde, j'avais mis plusieurs images. Donc, le bois énergie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis maintenant des siècles. Tout le monde connaît le bois bûche, mais ce n'est pas vraiment l'idée de notre discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout parler de plaquettes bois ou de granulés bois, qui sont des systèmes qui peuvent être utilisés à plus ou moins grande échelle. Donc là, par exemple, vous avez en fond d'écran une chaufferie de 2 fois 80 kg qui fonctionne avec de la plaquette, par exemple. C'est pas une chaufferie modulaire, même si on pourrait s'y tromper, mais c'est pour ça que j'ai mis la photo, pour rester un peu dans l'idée modulaire d'Energy Sprong. Donc le diapo suivant, s'il te plaît. Donc la ressource, c'est souvent une question qu'on se pose, surtout que on a déjà introduit la notion du local. En Hauts-de-France, la question se pose encore plus parce qu'on est dans une région très peu forestière. Nous sommes effectivement l'avant-dernière région forestière de France. Donc avec 431 000 hectares de forêt, 13,6% de la surface régionale. Euh, L'avantage, c'est qu'on peut dire qu'on a une gestion qui peut être exemplaire parce qu'on a 92% de feuillus pour 8% de résineux en Hauts-de-France. Et
Aussi, la question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on surexploite nos forêts? Je répondrai bien sûr non, parce qu'on ne prélève que 60% de l'accroissement annuel. C'est-à-dire que nous avons 40% de l'accroissement annuel qui viennent agrandir la forêt au fur et à mesure des années. Donc, par exemple, là, ces chiffres sont tirés euh, d'un Mercurial. Et c'est sur les chiffres de 2019. Donc, par exemple, là, on est à 13,6. Quelques années d'avant, on était à 13%. Donc, c'est pas juste pour vous illustrer que la surface forestière continue à gagner du terrain en région. Donc, on n'a pas du tout de problème sur la ressource. Surtout que certaines coopératives forestières vont dire il faut exploiter la forêt pour pouvoir avoir une gestion durable de la forêt. Nous avons aussi une part de bois énergie qui est assez importante en Hauts-de-France parce qu'on n'a pas d'industrie du bois en Hauts-de-France. Donc en fait, on n'a pas de fabricant de pellets, on n'a pas de fabricant de panneaux par exemple. Mais nous avons des régions limitrophes qui fabriquent du pellet, par exemple, pour l'approvisionnement, si vous envisagez du granulé. Nous avons nos voisins les Belges qui en font pas mal. Nous avons une usine dans le 76, etc. Donc voilà, c'est juste pour un peu poser les bases de la filière. Donc si on pouvait passer au slide suivant, merci. Donc aussi, on parle souvent de compensation, surtout dans l'énergie Sprong aussi. Donc là, je ne vais pas expliquer le schéma très en détail parce que c'est assez compliqué quand on est en format visio. Mais l'idée, c'est de dire que sur le bois énergie, on est sur une boucle presque neutre. Donc en fait, on a la forêt qui va capter le carbone. On va exploiter ce carbone capté que l'on va transformer en scierie, donc pour utiliser en bois d'œuvre. Ce bois d'œuvre, c'est toujours du carbone qui est capté et qui sera capitalisé pendant 50 ans ou 100 ans en fonction de la durée de vie de la maison ou de l'utilisation, même en mobilier, on peut avoir quelque chose qui est séquestré assez longtemps. Le bois énergie, en fait, c'est un sous-produit de la filière forêt-bois qui va être valorisé. Donc en fait, contrairement à ce que beaucoup de personnes, et à ce qu'on entend dire assez souvent, on ne va pas exploiter la forêt pour faire du bois énergie. Le bois énergie, c'est un produit à côté qui est valorisé à un tarif bien moindre par rapport au bois d'œuvre, etc. Et aussi, même quand on est dans la transformation, quand on y fait du bois d'œuvre, on fait du bois énergie aussi. Donc, le bois énergie intervient à toute échelle dans la transformation du bois. Et même le bois en fin de vie, on peut le retrouver pour faire du bois énergie. Par exemple, on a du bois A pour faire, enfin, à partir de palettes. On a du bois B qui peut être valorisé, qui sont très, très peu valorisés en France à cause des produits qui sont contenus dedans, surtout pour les installations à mettre en place. Mais c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc aussi, on se dit souvent, nous sommes sur des grosses installations. On entend souvent parler des grosses installations, tout simplement. Par exemple, on entend parler d'Amiens et Touvy, on entend parler d'un gros réseau à Château-Thierry, par exemple dans l'Aisne. Voilà, on entend parler de grosses installations. Et l'idée de cette cartographie, donc je vous invite à regarder la petite carte sur la droite, on voit très bien qu'on a beaucoup de petits points. Donc on a beaucoup de chaufferies inférieures à 100 kW ou entre 100 kW et 1000 kW. Donc l'idée, c'est de dire qu'en fait, on est sur un système qui peut être très facilement transposé sur un immeuble ou sur un ensemble d'immeubles ou voire un petit réseau de chaleur à l'ensemble de plusieurs maisons, etc. Donc l'idée de dire, c'est on n'est pas forcément obligé de faire quelque chose de grand pour que ce soit vertueux. La question aussi, c'est encore au niveau de la ressource, est-ce qu'on a les infrastructures à l'échelle régionale pour effectuer l'approvisionnement? Donc là, sur la carte de gauche, vous voyez très bien qu'on a des structures qui sont implantées depuis maintenant des années et qui ont la capacité d'approvisionner l'ensemble des chaufferies. Et comme je le disais encore, on a besoin encore de développer encore plus des gros projets ou des petits projets, hein, un ensemble de petits projets, pour pouvoir pérenniser l'activité forestière et rentabiliser certaines opérations qui ne sont pas forcément toujours rentables pour l'instant. Donc on va passer au slide suivant. L'idée ici, c'était vraiment de dire qu'on peut rester sur du modulaire. Energy Sprong, on est sur un système
industriel qui est préfabriqué. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait transposable au bois énergie. Donc, par exemple, là, vous voyez très clairement qu'on est sur différents systèmes modulaires qui peuvent être adaptés vraiment en fonction de l'envie, de la typologie du terrain et des besoins du site. Tout dépend des différents fabricants de modules. On peut avoir différentes puissances. Par exemple, là, j'ai surtout utilisé les illustrations d'un fabricant de chaudières Argasner. Donc, eux, par contre, ils plafonnent à 330 kW pour le système modulaire. Mais l'idée, c'est de dire, c'est avec 330 kW, on peut déjà faire beaucoup de choses. On peut déjà raccorder pas mal de bâtiments, pas mal de maisons. On a aussi TGR qui offre des solutions bien au-delà. Vous pouvez visiter le site. On a des solutions qui sont à 800 kW de mémoire, etc., même en région. Vous avez aussi une solution qui peut être intéressante. En fait, si vous n'avez pas envie de porter l'investissement, vous pouvez faire des locations de chaufferie ou des locations de chaudière, donc qui se fait par T-Block. Et encore une fois, si vous ne voulez vraiment pas porter le financement, vous avez la solution tiers investisseur qui pourrait porter l'investissement, que ce soit modulaire ou non modulaire. En fait, vous achèterez la chaleur avec quelqu'un qui aurait fait l'investissement pour vous. Donc voilà pour l'esprit modulaire. L'idée ensuite, c'était de vraiment revenir sur la rentabilité d'un projet bois énergie. Assez souvent, on entend dire que c'est cher. Donc l'idée ici, c'était pour un parc de 200 maisons équipées en pompe à chaleur RO sur des maisons qui font à peu près 90 mètres carrés avec des besoins après isolation à 25 kWh par mètre carré. Donc sur l'ensemble de parc, on serait à 460 kWh. Donc l'idée, c'était de vraiment mettre en avant la différence de prix. Donc bien sûr, c'est des prix qu'on a estimés rapidement avec Hélène, juste, juste pour voir et donner un ordre de grandeur. Donc, et pour montrer que sur le bois énergie aussi, on a différents pôles de dépenses qui ne sont pas forcément sur les autres solutions. Donc assez souvent, la solution en ce moment qui est mise en avant, c'est la pompe à chaleur. Donc on est parti sur 200 packs à 6 000 euros. Donc ça fait, pour un investissement total de 1 200 000. Le bois énergie, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, par exemple, si on met 2 chaudières en cascade pour un total de 200 kW, on serait sur un investissement de 100 000 euros. Donc, vous dites pour l'instant, ça va, c'est intéressant, on n'est pas trop cher. La chaufferie plus le silo préfabriqué, j'ai mis un chiffre assez haut, on serait sur 50 000. Par contre, quand on commence à tirer les réseaux, on commence à grincer un peu plus des dents, parce qu'on est déjà sur un investissement, alors on a estimé à 1600 mètres linéaires pour un coût total de 600 euros par mètre linéaire. Donc on est déjà sur un investissement presque à 1 million, donc là on a déjà dépassé le coût de la pompe à chaleur. Et quand on arrive sur l'investissement sous-station, donc en fait en bois énergie on installe les sous-stations, c'est un peu comme la géothermie. On va avoir un échangeur à l'entrée des maisons, c'est comme ou des appartements, c'est comme un compteur électrique, mais sauf qu'on va mesurer les calories entrant dans votre maison et vous allez payer une facture, enfin la personne va payer une facture en fonction des calories qui rentrent et qui sont consommées. Donc sur le bois énergie, on serait sur un total d'investissement de 2 110 000 euros. Par contre, ce que l'on n'a pas avec les packs R, c'est que sur le bois énergie, on peut avoir des financements sur le surcoût d'investissement. Donc le surcoût d'investissement, c'est ce qu'on va mettre en plus par rapport à une solution de référence. Assez souvent, la solution de référence, on est sur une référence gaz. Donc en région, on a différents financements. Donc si vous êtes sur une zone côte ENR, vous pouvez avoir un financement ADEME de 50% environ de ce surcoût. La région, dans le cadre du fratrie, peut financer à hauteur de 50% aussi le surcoût sur les projets inférieurs à 400 kg. Vous avez aussi, bien sûr, les C2E que vous connaissez sûrement bien mieux que moi et que vous maîtrisez bien mieux que moi aussi.
Vous avez aussi certains départements qui sont prêts à investir aussi dans ce type de projet. Donc, si on ne dépasse pas 80% de financement, mais si on arrive à atteindre 80% de financement du surcoût, on est déjà sur un projet qui est très bien financé et on serait très largement rentable par rapport à la pompe à chaleur, par exemple. En fait, l'idée, c'est de venir chercher les aides pour aller trouver cette rentabilité. Mais aussi, sur le slide suivant, on va voir très bien qu'on arrive à faire des économies par rapport au coût de l'électricité tous les ans. Donc en fait, chaque année, on va faire des économies sur la consommation énergétique, alors, pour le chauffage purement, hein, bien sûr, de 24 750 euros. Donc c'est une estimation comme ça, hein, bien sûr. Je suis parti sur 130 euros du kilowattheure électrique, ce qui est à peu près les coûts actuellement, et sur un coût bois énergie de 75 euros. Du mégawattheure, bien sûr, je parle à chaque fois. L'idée, c'était vraiment de dire aussi que dans le bois énergie, dans le 75 euros, on retrouve tout ce qui est P1, P2, P3. Donc on retrouve le budget de renouvellement, on retrouve l'ensemble des éléments. Et aussi sur le graphe en dessous, là je vais déborder de mon temps, donc je vais finir. On retrouve aussi une certaine stabilité dans l'énergie, dans le coût de l'énergie au niveau du bois. Parce qu'en fait, on a commencé à faire les mesures en 2006, si je ne dis pas de bêtises, et on est sur quelque chose d'assez linéaire. Alors que le gaz, on monte, on descend, on monte, on descend. L'électricité, de toute façon, ça monte. On sait très bien que de toute façon, sur ces énergies-là, on va vraiment être sur une tendance à la hausse. Alors que le bois énergie, on arrive à rester sur quelque chose de stable, avec une visibilité assez importante dans le temps. Donc, merci beaucoup. Et je suis disponible pour toute question. Merci beaucoup, Élie. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Donc, vous avez les coordonnées de Lise si vous souhaitez avancer sur les sujets ou réfléchir sur les sujets biomasse. Et puis, on va passer maintenant du coup à la partie biogaz. Donc, je vais demander à Raphaël d'allumer sa caméra et de venir nous présenter les annonces sur le biogaz. Je suis bien là, bonjour à tous. Le Vorpan, du coup, Hélène, Merci Raphaël. vous m'entendez? Tout le monde m'entend On t'entend, c'est bon. m'entend. Ah, ok, très bien. Ouais, c'est à la slide d'après. Finalement, voilà, c'est aujourd'hui, je vais le plus possible, tout en tentant de vous expliquer pourquoi, malgré tout, on vient d'aller loin sur le biogaz et sa ligne capitaine il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, je me suis... Oui, Raphaël, on t'entend de façon hachée. oui, Ouais. oui. Alors, je vais faire, je vais faire différemment. Quittez pas. Hop. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est mieux. Ok. Alors, je suis désolé, c'est parce que je suis dans un lieu que je connais pas. Donc, je vais essayer d'être plutôt pratico-pratique pour vous expliquer déjà en quelques minutes les grands principes sur ce qu'on appelle le fléchage biométhane et derrière vous expliquer un petit peu les mécanismes aujourd'hui qui existent, notamment un qui est opérationnel et que vous pouvez d'ores et déjà utiliser sur vos projets dans les conditions qui ont été explicitées tout à l'heure par EnergySprong Greenflex. Donc globalement, ce que vous voyez s'afficher devant vous, c'est le principe du fléchage biométhane, c'est-à-dire comment on peut réussir à identifier un lien ou grâce à un lien financier entre un acteur du bâtiment et du biométhane local, celui d'énergie de biogaz produite sur le territoire. Puisque comme vous le savez, Oui, on a un petit souci. Raphaël, ouais. Ouais. tac. Je suis désolé, je suis vraiment désolé là. Ouais, je suis vraiment désolé, j'ai une mauvaise qualité de réseau là où je suis désolé. Est-ce que vous avez pu comprendre quand même
Bah, ça a commencé à saccader au moment où Ah. ça devenait intéressant. Ce que je vous propose, Sinon, est-ce que tu peux essayer de trouver un endroit qui capte mieux et on essaie de passer à l'intervenant suivant, peut-être, Hélène, si ça, Ouais, enfin, c'est ce que j'allais proposer, effectivement. ouais, on va faire ça. on peut essayer de faire ça. Voilà. Bon, on reviendra avec Raphaël. Olivier, si tu es là, et donc on va passer peut-être à la géothermie, si tu peux. Oui, je suis là, c'est bon. Eh ben parfait. Donc, hop, rapidement sur la présentation. Et donc, on arrive donc avec Olivier Louard, qui est gérant chez Développement et qui fait partie de l'AFPG. Et donc, je te laisse la parole au nom de l'AFPG. Oui, merci Hélène. Donc, je vais vous présenter un peu la géothermie assistée par pompage chaleur, donc dans un exercice difficile en 15 minutes. Et voilà, je te laisse passer la première slide. Donc, je vais vous commencer par vous présenter la géothermie très basse énergie et les différents procédés. Tiens, il y a une coquille. Après, je vais vous présenter le potentiel régional, comment monter un projet en géothermie, et puis on va terminer sur les avantages de cette énergie renouvelable. Donc, il existe différentes formes de géothermie. Donc, sur la droite, pardon, vous avez la géothermie dite profonde, dont on entend parler un peu en ce moment avec les petits désagréments qu'on rencontre en Alsace. Alors là, c'est de la géothermie qui va permettre, avec des forages d'environ 5 km de profondeur, d'aller produire de l'électricité avec une température de la ressource qui va être aux alentours de 200 degrés. Après, un peu plus sur ce même schéma, un peu plus sur la gauche, on va trouver la géothermie, on va dire, profonde, basse température. C'est celle qu'on va rencontrer en région parisienne et de plus en plus dans le bassin aquitain. C'est de la géothermie qui, avec une température de la ressource compris à peu près entre 90 et 100 degrés, va permettre de chauffer des quartiers entiers, avec un échange direct de la chaleur via un échangeur. On a un site de production et après, ça va être des sous-stations comme le bois énergie. Donc ça va être la géothermie dite de moyenne et grande profondeur. Et après, il y a celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la géothermie de surface, donc avec des profondeurs généralement qui sont entre 10 et 200 mètres de profondeur. Donc cette géothermie-là, les températures de la source froide, on appelle la source froide, vont être compris entre 10 et 12 degrés dans la région. Ponctuellement, on peut monter à 13 voire 14. L'inconvénient de cette géothermie-là, c'est qu'on a besoin d'une pompe à chaleur pour valoriser les calories présentes dans le sol. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir répondre à l'inconfort d'été, puisqu'on va pouvoir faire du rafraîchissement avec ce type de géothermie. Donc, c'est une des rares énergies renouvelables où on peut faire justement du rafraîchissement avec des rendements intéressants. Je te laisse passer la slide d'après. Merci. Donc, je vais vous présenter les deux principaux procédés qui sont utilisés dans les Hauts-de-France. Donc, celui qu'on rencontre le plus souvent actuellement, c'est les procédés sur nappe. Donc, techniquement, c'est relativement simple puisqu'il faut un forage de pompage et un forage de rejet. La réglementation impose de réinjecter la totalité des eaux pompées pour assurer un équilibre quantitatif. Donc, l'échange se fait, là, on prend les calories dans la nappe et via un échangeur de dissociation, on va pouvoir alimenter la pompe à chaleur. Alors, la variante exceptionnelle, c'est le rejet en eau superficielle. Ça réclame des autorisations administratives qui sont relativement lourdes, mais de temps en temps, on est obligé d'en passer par là si on a une impossibilité de réinjecter l'eau dans le même aquifère. Le dimensionnement des installations va dépendre des besoins du bâtiment. Donc, des besoins, on va en déduire une puissance et donc un débit d'exploitation. Ça va dépendre de l'usage, si on fait que du chauffage ou du rafraîchissement. Et ça va dépendre des caractéristiques de l'aquifère qu'on va exploiter, c'est-à-dire sa profondeur d'accès, le sens d'écoulement de la nappe et sa productivité. Donc, quand je parle de dimensionnement, c'est essentiellement l'écartement entre le forage de pompage et le forage de rejet. Je vais te laisser passer, voilà, merci. Donc, le deuxième procédé, qui à mon sens, qui va arriver de façon plus en plus souvent, ça va être le procédé sur sonde géothermique verticale.
Donc ce procédé-là, contrairement alors, au procédé sur nappe, là on va partir sur du forage de petit diamètre. On va être entre 120 et 160 mm de diamètre. On va descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur et dans ces forages-là, on va mettre une sonde géothermique. Donc une sonde, en fait, c'est 4 tuyaux en PEHD. On va avoir 2 allées de retour. Dans ces tuyaux-là, on va faire circuler de l'eau glycolée. On glycole l'eau pour pouvoir descendre sous 0 degré sans que la sonde en elle-même ne soit gelée. Et en fait, l'échange thermique va se faire non pas avec la nappe phréatique, mais là avec la roche à proprement parler. Donc, le dimensionnement, c'est comme pour le procédé sur nappe, il va dépendre des besoins, donc de la puissance à mettre en place, du nombre d'heures de fonctionnement, de l'usage, chauffage, rafraîchissement et de la nature des terrains traversés. L'avantage de ce procédé-là, c'est que la maintenance est relativement faible, j'y reviendrai après. Donc, il y a différents types de géothermie. Là, je vous ai présenté les 2 principaux. Après, on a donc ce tableau-là va permettre par type de procédé de faire un rapport avec les puissances envisageables. Donc, on a les capteurs horizontaux. C'est ce qui est, depuis une quarantaine d'années, ce qu'on rencontre beaucoup chez les particuliers. Donc, en fait, c'est des tuyaux en PEHD qui sont mis à l'horizontale dans le jardin d'un particulier. Donc, on va pouvoir répondre à des besoins compris entre 10 et 20 kg. L'inconvénient de ce système, c'est que ça prend beaucoup de place et que sur ce capteur, on ne peut pas faire grand-chose à part mettre une pelouse. Après, on a les capteurs compacts, donc ça, c'est ce qu'on appelle des corbeilles. Donc, en mise en œuvre, c'est relativement simple, puisque en fait, c'est une sonde, mais qui va être spiralée sur une profondeur qui va aller, on va dire, de 2 à 4 mètres de profondeur, et qui va permettre de répondre à des besoins également pour des particuliers ou du petit tertiaire, puisque par corbeille, on va réussir à exploiter entre 800 watts et 1 kg en sortie de pompe à chaleur. La sonde géothermique verticale et le champ de sonde, donc en fait, c'est une définition de l'ADEME qui parle au-delà de 5 sondes géothermiques, on parle de 5 sondes. Donc, je vous ai présenté le procédé. En termes de puissance, on n'a pas vraiment de limite. La limite, ça va être une limite foncière, puisqu'en règle générale, il faut avoir en tête que chaque sonde doit être distante de 10 mètres les unes des autres. Donc, ça vous donne un peu une idée. En termes de puissance extractible par sonde, on va partir avec une sonde de 100 mètres, on va pouvoir produire l'équivalent de 6 kWh en sortie de pompe à chaleur. Les fondations thermoactives, c'est le même procédé que la sonde géothermique, sauf que là, on va profiter des fondations des bâtiments et des armatures métalliques de ces fondations-là. On va y accrocher des sondes, en fait, et on va profiter en fait des fondations pour échanger de l'énergie avec le sous-sol. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir quand même des fondations relativement profondes pour pouvoir avoir des échanges thermiques avec le sous-sol relativement importants. Et après, on a le doublé de forage sur nappe ou le multiplé, où là, de la même façon, il n'y a pas vraiment de limite, puisque ça va dépendre en fait de la disponibilité foncière également. Là, actuellement, nous, les opérations les plus importantes dont on s'occupe actuellement, on est sur des puissances entre 2 et 3 mégawatts en puissance pour des industriels, et on est sur du procédé sur nappe. Alors là, par contre, ça nécessite plusieurs forages. L'exemple dont je viens de vous citer, on est sur 2 forages de pompage et 2 forages de rejet. Alors en termes de potentiel, il est important de savoir que dans les Hauts-de-France, le potentiel, il est relativement important. Il y en a à peu près partout. Là, c'est un extrait de la carte de géothermie perspective que je vous ai présentée là. Donc, on voit bien que le potentiel est fort sur à peu près 80% du territoire. Il reste moyen à faible plutôt vers le nord. Les zones en grisé, c'est des zones qui sont non connues parce que en fait, la géologie, l'hydrogéologie de ces secteurs est tellement hétérogène que le GM qui a réalisé cette carte se refuse à donner un potentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on peut en faire sur 90% du territoire. Les seules contraintes rédhibitoires d'un point de vue purement réglementaire, c'est les zones où se trouvent des périmètres de protection de captage d'eau potable. Si on retire on va dire ces surfaces-là,
on peut dire que la géothermie peut être accessible à peu près sur tout le territoire. Donc la chronologie. Donc ce qui est important, la géothermie, un projet en géothermie doit être pris le plus tôt possible. Si possible, dès la phase esquisse, on va faire des études de pertinence. Donc c'est des études qui sont uniquement documentaires, qui nécessitent aucun travaux et qui vont permettre déjà de dire s'il est pertinent ou pas d'aller regarder si on peut creuser la question de la géothermie sur la base déjà d'une première évaluation des besoins qui aura été donnée par le bureau d'études thermiques. Après, on va être en phase APS. Là, on va pouvoir mettre en place une étude de faisabilité. Donc, l'étude de faisabilité, elle consiste en la création d'un forage test qui va permettre, si on est sur le procédé sur nappe, pardon, de tester la productivité de l'aquifère et donc d'en définir une puissance disponible au sous-sol et après dimensionner l'installation. Si on est sur le procédé sur sonde, le principe reste le même. On fait une sonde test. À travers cette sonde-là, on va pouvoir essayer de tester le sous-sol pour connaître sa capacité à donner de la chaleur ou bien en absorber. Et après, on va pouvoir ainsi dimensionner le champ de sonde ou le doublet de forage. Et après, on va passer au stade ADP et Pro où il va être rédigé le cahier des charges pour consulter les différentes entreprises qui vont pouvoir réaliser le projet de géothermie et en phase exé. En termes de montage financier et d'aide financière, c'est un peu le même principe que pour le procédé, enfin le procédé sur bois, en fait, sur la biomasse. L'ADEME aide les études de géothermie des faisabilités, alors entre 50 et 70%. Donc 50 et 70%, ça prend en compte le premier forage d'essai, et puis après l'assistance des bureaux d'études sous-sol et des bureaux d'études thermiques. Et après, on va avoir une aide sur l'investissement. Donc, et cette aide sur l'investissement, vous avez le tableau des critères d'éligibilité et l'ensemble des critères en fait imposés par l'ADEME et la région. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, sur l'investissement, on va avoir une couverture ADEME région, donc la région aide au titre du fratrie, qui va compenser entre 35 et 45% du surinvestissement que la géothermie va engendrer par rapport à une solution de référence. Et comme pour la biomasse, la solution de référence, c'est le gaz. Donc, les avantages et les bienfaits de la géothermie. Donc, c'est qu'elle est locale. Là, pour le coup, on ne peut pas faire plus locale que la géothermie puisqu'elle est directement sous nos pieds. Elle est performante, donc écologique. Elle est en grande partie décarbonée. Elle est inépuisable si elle est bien dimensionnée. L'objectif, quand on dimensionne des installations de géothermie, c'est qu'on la dimensionne pour que sa durée de vie soit infinie. Les sondes géothermiques, quand elles sont créées, elles sont garanties une centaine d'années. Et les forages d'eau, à minima, c'est 50 ans, voire plus. Nous, on exploite des forages qui ont quasiment 80 ans de vie. Et elle ne représente aucun impact visuel. Donc, il faut savoir qu'elle est très, très discrète, elle est sous le sol et on ne voit pas. La durée de vie d'une PAC, elle est supérieure à 25-30 ans. Moi, les installations les plus anciennes que j'ai pu visiter avec une quarantaine d'années, pour avoir un élément de comparaison, les PAC aérothermiques ont une durée de vie comprise entre 10 et 15 ans. Donc, ce qui amortit le surcoût en fait, de la géothermie. La durée de vie des forages d'eau et des sondes, donc comme je viens de vous le dire, en sonde, c'est plutôt 100 ans et les forages d'eau, c'est très supérieur à 50 ans. L'entretien des sondes verticales est quasiment inexistante, puisque le seul entretien à faire, c'est rajouter un petit peu de glycol dans le réseau quand ça s'avère nécessaire. Mais une fois que les sondes sont réalisées, elles sont de toute façon plus accessibles et on peut les faire n'importe où, que ça soit sous un bâtiment, sous un parking. Elles sont entre 1 mètre et 1 mètre 20 de profondeur, les têtes, donc on n'a plus du tout à avoir accès à ces forages. Et l'entretien des forages d'eau, il faut savoir que tous les 7 à 10 ans, il faut prévoir un passage caméra dans les ouvrages pour vérifier le bon état et le non-encrassement des crépines.
Alors, les qualités environnementales et énergétiques sont importantes. Les rendements en termes de chauffage, maintenant, on trouve des pompes à chaleur avec des coefficients de performance qui sont compris entre 5 et 6, voire au-delà. En rafraîchissement, quand on fait du rafraîchissement en géocooling, c'est-à-dire qu'on fait un échange direct avec le sous-sol et on ne fait pas fonctionner la pompe à chaleur, on a des EER qui vont atteindre facilement 30 à 40. C'est-à-dire qu'avec 1 kW électrique, on va pouvoir répondre à l'équivalent de 30 à 40 kW en rafraîchissement. Elle est quasiment décarbonée, puisque la seule énergie qu'on va utiliser, c'est l'énergie électrique. On va donc diminuer de 4 à 6 à minimum des émissions de gaz à effet de serre comparé à une solution de référence, encore une fois, comme le gaz, et elle augmente donc évidemment la part de l'ENR dans la production quand on est dans le cadre d'un réseau de chaleur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 70% du coût global d'un projet, enfin je ne l'ai pas dit, hein, pardon, on s'aperçoit que 70% du coût global d'un projet en bâtiment correspond à l'exploitation, à la maintenance. Donc tout ça pour dire que même si la géothermie, un investissement est plus important, c'est l'énergie renouvelable la plus chère à mettre en place. Par contre, en termes d'exploitation, ça va être la moins onéreuse. Dans le sens où, en fait, encore une fois, quand on a des coefficients de performance de l'ordre de 5 à 6, on va pouvoir diminuer grandement le coût à l'exploitation. Et donc, dans les Hauts-de-France, c'est une énergie qui est relativement bien aidée, puisque elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, aidée entre 35 et 45% du surcoût. En termes d'exploitation, toujours, donc elle est rentable à courte échéance. Là, vous avez un exemple d'une installation avec un surcoût initial de 300 000 €. On a une économie à l'année à l'exploitation de 20 000 €. On a un retour d'investissement entre 7 et 12 ans. Et un gain donc sur 25 ans de l'ordre de 600 000 €. Plus l'installation, c'est sûr, va être énergivore, plus la rentabilité va être relativement élevée. Nous, on a travaillé sur une piscine à Saint-Amand-les-Eaux. Le surinvestissement est équivalent à 300 000 €. Et là, par contre, le retour sur investissement, il était compris entre 2 et 3 ans, parce que c'est des installations qui sont très énergivores. Voilà, je pense Merci. que je l'ai fait le plus vite possible. Merci d'avoir respecté le timing. Est-ce qu'il y a des questions sur la géothermie? Alors, il y a un tout petit écho par contre, Hélène. Je ne sais pas si. J'entends, mais je ne sais pas d'où il vient. Ah, c'est mieux là, ça a l'air bon. J'ai entendu. Bon, eh ben, on reprend Raphaël, s'il est de nouveau parmi nous. Oui, je suis bien là. Toutes mes excuses, j'ai dû me mettre sur mon réseau téléphonique, donc voilà, j'ai pas ma caméra. Toutes mes excuses pour le petit contretemps. C'est pas grave. Alors, je te laisse reprendre à partir de Ça là. marche. Très bien. Merci. Bah, écoutez, comme j'en étais voilà, la difficulté, comme vous le savez, malheureusement, c'est qu'on ne peut pas produire de biométhane en toiture. On aimerait bien, mais aujourd'hui, c'est pas possible de trouver un modèle qui, à l'heure actuelle, permet de produire du biogaz vraiment sur site. Et la difficulté étant que des projets de biométhane n'étant pas portés par des acteurs du bâtiment au sens large, il faut trouver un mécanisme qui permette à des acteurs qui ne sont pas forcément investisseurs ou dans des projets d'envergure comme des sites de méthanisation, d'accéder à ce gaz vert et d'en obtenir une traçabilité, puisque comme il n'est pas local sur site, donc in situ, il va être ex situ. Et là, le gros point de vigilance concernant notamment Energy Sprong, ça va être au-delà d'avoir un lien financier qui soit robuste et qui permette de le démontrer, c'est surtout de pouvoir vérifier la quantité d'énergie biogaz véritablement passée au niveau du compteur, en tout cas tracée via les mécanismes. Donc on peut passer à la slide d'après. Globalement, ça va être propre à tous les mécanismes de gaz vert que je vais vous évoquer derrière. C'est que le gaz vert, c'est une énergie qui est de plus en plus présente sur nos territoires. Aujourd'hui, on a environ 50 unités de méthanisation en Hauts-de-France, l'année prochaine 80, et c'est à peu près prévu d'en rajouter 40 à 50 par an à l'horizon 2023-2024. Et cette énergie, globalement, c'est une énergie qui est attractive en termes de prix d'énergie renouvelable. Effectivement, par rapport à une référence gaz naturel fossile,
le gaz vert coûte plus cher, mais en tant qu'énergie renouvelable, on est de l'ordre de 80-100 euros du mégawattheure intégré dans les réseaux qui permettent de le délivrer à tout moment, de le stocker, etc. Donc, ça reste une énergie renouvelable compétitive qui est modulable puisqu'on verra, les mécanismes permettent d'apporter la part de biogaz dont on a réellement besoin sur un projet. Alors, sur Energy Sprong, c'est assez simple. Dès lors qu'on a du gaz, on doit le compenser à 100%. Donc, cette part est amenée à être à 100% dans le cas d'Energy Sprong, mais on pourrait imaginer que pour d'autres projets, on n'ait pas forcément besoin de 100% pour atteindre la performance qu'on s'est fixée. Globalement, comme la performance énergétique et environnementale, on ne va pas la chercher d'un point de vue système, mais on va la chercher avec l'approvisionnement énergétique. Ça veut dire qu'on peut garder aussi des systèmes qui sont simples et robustes au niveau du bâtiment. Donc, typiquement, une chaudière à condensation qui permet des économies, mais derrière, l'aspect environnemental, on va aller le chercher cette fois-ci, non pas avec du high-tech, mais plutôt avec un approvisionnement énergétique. Le biométhane, c'est une énergie qui est locale et renouvelable, donc bas carbone. Différentes études qui ont un périmètre plus ou moins élargi établissent le critère carbone entre 23,4 grammes de CO2 si on comprend tous les impacts et les bénéfices du biométhane, ou 44 grammes qui est validé dans la base ADEME. Donc ça fait une division entre 10 et 8 du pouvoir, du contenu carbone par rapport au gaz naturel. C'est une énergie qui également participe au mix énergétique et à l'équilibre du mix énergétique entre à la fois l'équilibre entre les réseaux de chaleur, les autres énergies type électrique, biomasse, etc. C'est voilà une solution complémentaire. C'est bas CO2 comme je vous le disais. Et surtout, c'est une énergie qui est produite au cœur des territoires, qui crée des emplois et qui, à mon sens, aussi permet de se valoriser non pas énergétiquement, mais ni environnementalement. Mais ça reste des avantages liés à la production de biogaz sur le territoire, c'est qu'on participe vraiment à une énergie locale sur nos territoires. On peut passer à la slide d'après et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment faire en sorte d'accéder à du biométhane? Là, je vais vous évoquer un mécanisme qui est opérationnel, qui s'appelle le compte acheteur non fournisseur. Donc, vous avez sûrement entendu parler de garantie d'origine ou de certificat de garantie d'origine au niveau du gaz vert. Ça existe sur d'autres énergies renouvelables comme l'électricité typiquement. Et un tout nouveau mécanisme est sorti tout début 2021, qu'on a travaillé et qui est en réflexion notamment avec Greenflex. Donc tout ce que je vous dis pour le coup est validé avec Greenflex et Energy Sprong. Le principe de ce mécanisme va être de faire en sorte que le groupement, l'entreprise, le bailleur, peu importe la structuration que vous adopterez sur vos projets, puisse acheter des garanties d'origine ou inciter les locataires à acheter des garanties d'origine. Alors, dans notre cas présent, ici, on va faire en sorte que ce soit le bailleur qui achète, le bailleur ou le groupement, qui puisse acheter ces garanties d'origine pour vérifier son engagement contractuel, si c'est une entreprise, ou enfin peu importe, mais en tout cas, de bien avoir les garanties d'origine. Et comme les garanties d'origine sont aujourd'hui un objet qui est essentiellement un objet de traçabilité, inévitablement et de façon induite, si on réussit à avoir des garanties d'origine, on saura où elles ont été émises, donc le point A qui devra être en région, et là où elles seront consommées, le point B, à l'échelle de vos projets Energy Sprong. Et donc, ça, c'est la grande, on va dire, c'est le grand principe, accéder à des garanties d'origine. Et là où c'est innovant, c'est que le compte acheteur non fournisseur, dont je vais vous parler juste après, permet à vous, même si vous n'êtes pas titulaire du contrat de fourniture, typiquement par rapport à des chaudières individuelles, ça vous permet à vous, entreprise, de pouvoir aller provisionner et acheter sur le long terme ces garanties d'origine pour le compte des utilisateurs finaux. Donc on peut passer à la slide d'après, Hélène. Voilà. Donc le compte acheteur non fournisseur, aujourd'hui, quand on parle de gaz vert, je vous dirige vers le bas de la slide. Quand on parle de gaz vert, aujourd'hui, c'est à la fois une molécule de gaz plus un certificat de garantie d'origine. Tout ça, ce package de molécules plus garantie d'origine, ça nous donne du gaz vert. L'avantage de ce système de compte acheteur non fournisseur, c'est que finalement, on va pouvoir venir décorréler l'achat de la garantie d'origine de l'achat de la fourniture d'énergie à proprement parler, c'est-à-dire la molécule. Et donc, le compte acheteur non fournisseur permet à une entreprise, un bailleur, un groupement, de reconstituer une offre de gaz vert, quand bien même elle ne pourrait pas le faire puisqu'elle n'est pas titulaire du contrat de fourniture, typiquement sur des chaudières individuelles. Et donc, qu'est-ce qu'un acheteur non fournisseur? C'est l'acheteur non fournisseur, je vous lis ce qui est marqué. Un acheteur non fournisseur est une personne morale ne disposant pas d'une autorisation de fourniture de gaz naturel qui souhaite acheter des garanties d'origine dans le but de les utiliser. Il ne peut les revendre à un tiers. Et donc, l'objectif de l'acheteur non fournisseur est bel et bien d'accéder aux garanties d'origine pour le compte de quelqu'un d'autre. On peut passer à la slide d'après.
Donc, comment ça fonctionne dans les faits? C'est plutôt simple, c'est une étape administrative où tout le monde n'est pas éligible. Globalement, dans notre cas, tout le monde est éligible, sauf les fournisseurs de gaz, les traders qui, eux, ont des intérêts dans la vente, revente, etc. Mais si on regarde vraiment qui peut avoir des bénéfices d'un compte acheteur non fournisseur, c'est tous ceux que vous voyez sur la gauche, des bailleurs sociaux, des entreprises, des transporteurs. Finalement, on pourra amener la garantie d'origine à tous ces acteurs-là, sachant que ces acteurs-là peuvent se désigner acheteurs non fournisseurs ou peuvent également déléguer ça à un autre tiers, par exemple un bureau d'études, un exploitant qui achèterait les garanties d'origine pour le compte de tous les acteurs que vous voyez présents sur la gauche. On peut passer à la slide d'après. Et donc concrètement, comment ça fonctionne sur un cas précis, donc là avec un bailleur? Soit on est dans le cadre d'une chaufferie collective, sur un de vos projets que vous allez rénover avec une chaufferie collective en énergie Sprong, si le bailleur est titulaire du contrat de fourniture. À ce moment-là, le bailleur peut se constituer acheteur non fournisseur ou bien donner mandat à un tiers, son exploitant par exemple, pour acheter des garanties d'origine sur son bâtiment sur 30 ans pour bien compenser, faire du égal zéro. Ou bien, on aurait le cas où c'est l'exploitant qui a le contrat d'énergie P1 et auquel cas, il faudrait que l'exploitant se constitue acheteur non fournisseur ou bien donne son mandat à un tiers pour gérer l'achat de garantie d'origine, puisque dans ce cas précis, c'est l'exploitant qui est titulaire du contrat de fourniture et c'est toujours le titulaire du contrat de fourniture qui devra donner son mandat pour qu'un tiers puisse lui acheter des garanties d'origine. Donc ça, c'est le cas de la chaufferie collective. Et le cas 2 des chaudières individuelles, c'est la même chose que le dernier cas que je viens d'évoquer, sauf qu'à la place d'un exploitant typiquement qui est titulaire du contrat P1, on va avoir des personnes physiques, des locataires, in fine, et ces locataires vont donner mandat au tiers, qui peut être le bailleur, l'entreprise, encore une fois, l'exploitant, pour qu'ils viennent acheter des garanties d'origine sur toute la durée de vie du bâtiment Énergie Sprong. Donc on peut passer à la slide d'après. Je fais volontairement rapidement, mais je répondrai à vos questions si besoin. Comment on se constitue acheteur non fournisseur? Alors c'est plutôt simple, c'est une étape administrative qu'il faut faire sur le site de GRDF. Alors pourquoi GRDF? C'est tout simplement qu'on a une mission de service public en délégation de service public sur le fait de gérer le registre des garanties d'origine. Donc c'est pour ça que c'est GRDF, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On se connecte sur le site et on crée un espace profil pour tout utilisateur tiers. C'est un coût globalement de l'ordre de 2 000 € hors taxe, qui est à payer une seule fois et c'est tout. C'est-à-dire qu'on fait le cas, je vais prendre un cas volontairement un peu extrême, on pourrait faire le cas où il y aurait un exploitant qui remporte tous les projets Énergie Sprong sur toute la région Hauts-de-France. Cet exploitant-là pourrait très bien se constituer acheteur non fournisseur une seule fois, donc payer 2 000 € une seule fois pour tous les projets Énergie Sprong qu'il va gérer. Donc on a bien un acheteur non fournisseur qui se constitue, soit en tiers, soit pour son propre. Et ça, ce coût de constitution est vraiment valable pour l'intégralité de son parc ou même des parcs qu'il pourrait avoir en mandat. Voilà, donc c'est plutôt simple, c'est une étape administrative. Et après, une fois qu'on est désigné acheteur non fournisseur, on a des petits choix à faire. On a la possibilité de... Vous m'entendez toujours? Oui. On a la possibilité, quand on est acheteur non fournisseur, de ce fait, de pouvoir faire des choix, c'est-à-dire venir choisir plutôt une garantie d'origine départementale, régionale, plutôt issue de sites agricoles ou bien de sites industriels. On aura vraiment ce choix-là sur la plateforme sur laquelle on vient acheter ces garanties d'origine. On peut passer à la slide d'après, Hélène. Voilà, alors le coût, maintenant, combien ça coûte? Globalement, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est nouveau, donc c'est pour ça que je me suis permis de vous mettre plusieurs coûts, d'une part parce que GRDF ne les maîtrise pas, mais aussi parce qu'on pourra éventuellement observer une certaine volatilité. Mais globalement, on estime que la garantie d'origine, qui est aujourd'hui entre 5 et 15 €, devrait rester dans ces ordres de prix-là. Et c'est-à-dire que si on prend un logement collectif de 30 logements qui consommerait 100 MWh par an, globalement, avec une garantie d'origine à 10 € du mégawattheure, sur 30 ans, ça reviendrait à 30 000 €, avec 20 € par garantie d'origine, 60 000 €, mais vous avez le calcul plutôt simple pour provisionner fois les 30 années sur la durée de vie du projet. On peut passer à la suite. Alors voilà, ça c'est le premier moyen, comme je vous l'ai expliqué, qui est opérationnel aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas non plus parfait, c'est-à-dire qu'on va se contenter de tracer de l'énergie renouvelable
qui est déjà produite sur le territoire. Il y a d'autres modèles, comme celui que vous voyez s'afficher devant vous, qui sont en cours de développement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais vraiment, si vous avez des questions, vous en donner davantage de précision. Mais l'idée, ce serait de créer un mécanisme donc, qui est en cours de construction et en cours de réflexion avec la région Hauts-de-France et d'autres acteurs que vous verrez sur la slide d'après notamment. Mais c'est un mécanisme local dans lequel des maîtres d'ouvrage, entreprises, exploitants, bailleurs, viendraient mettre de l'argent représentant le coût de production de biométhane, cette fois-ci, non pas le coût de traçabilité, mais le coût de production de ce biométhane sur le territoire. Et on aurait un mécanisme local, plutôt à tendance régionale, mais ça reste à calibrer, qui serait chargé à la fois d'investir dans les projets de biométhane sur le territoire, donc on aura bien une décorrélation entre les acteurs du bâtiment et les acteurs de production d'énergie renouvelable, ce qui facilite les choses. Mais au-delà d'investir à la place, entre guillemets, du promoteur, il aura aussi la charge de restituer année après année la quantité d'énergie qui a été financée au prorata du financement initial. C'est-à-dire qu'au-delà du financement qui permet bel et bien d'avoir de la production excédentaire sur le territoire, en tout cas supplémentaire, ce mécanisme permettrait bel et bien de valoriser au fil de l'eau cette énergie produite voilà, sur la période de financement. Alors pourquoi ce mécanisme n'existe pas encore, et après j'en aurai fini Hélène. Ce mécanisme n'existe pas encore d'une part parce qu'il est un petit peu plus complexe. Il faut mettre différents types d'acteurs dans la boucle, ce qui n'est pas évident, et on part aussi sur des éléments financiers et juridiques qui ne sont pas évidents. Pour autant, on a des réflexions en cours qui sont bien avancées, qui permettent d'espérer voilà, un mécanisme de ce type-là dans les prochaines années. Et ce mécanisme-là, qui est un petit peu plus vertueux, puisqu'il permet bel et bien de produire plus de biométhane sur le territoire et non pas juste de tracer une quantité déjà financée et déjà produite, permettra probablement d'aller sur vos projets. Maintenant, voilà, Home Green Gas, c'est quoi? C'est justement le collectif qui porte cette démarche-là. Donc, c'est un collectif qui a une petite année maintenant en région Hauts-de-France. Donc, vous le voyez, il y a des acteurs à la fois de représentants institutionnels, des clusters, des acteurs du monde de l'énergie, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage et du biométhane. On est tous réunis autour de la table voilà, pour faire en sorte que ce mécanisme sorte déjà dans un premier temps, qu'il contente tout le monde. Je vais vous donner une petite précision, mais pour vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Un promoteur immobilier, ça ne vous concerne pas, mais un promoteur immobilier, s'il investit dans un mécanisme comme ça, eh ben, il faudrait que la valeur de cet investissement ait une valeur notariale. Voilà, c'est juste des petits points à creuser qui font que, globalement, inévitablement, si un promoteur y vend, eh ben, il faut qu'il y ait une preuve pour son futur acquéreur qu'il y a bien eu un financement pour du gaz vert. Et c'est les petites choses qu'on est en train de calibrer avec les membres du collectif pour avoir un mécanisme plus abouti. Maintenant, si je reviens quand même sur ce que je vous disais initialement, on a un mécanisme qui est opérationnel, qui vous permet d'accéder à la garantie d'origine sur plus de 30 ans, avec un coût, si on doit revenir au coût, qui est compétitif par rapport à l'usage d'autres énergies renouvelables et qui peut vous rendre service en fonction de vos contraintes techniques et architecturales sur vos projets. Voilà. Toutes mes excuses pour mon petit problème technique de tout à l'heure. C'est pas grave, on tient le temps et c'est le principal. Merci beaucoup, Raphaël, pour tous ces éléments d'explication. Est-ce qu'il y a des questions voilà, sur les différentes, pour les différents intervenants sur la partie production d'énergie thermique? Alors moi, j'ai une petite question pour Raphaël. Oui. Tu as mentionné les chaudières gaz individuelles. Est-ce que c'est vrai en logement individuel et aussi en collectif ou pas? J'ai pas Alors compris effectivement, cette j'ai pas ajouté cette précision-là pour pas complexifier la présentation. À l'heure actuelle, si on voulait vraiment être précis, aujourd'hui, le système est possible sur la chaufferie collective parce qu'il descend jusqu'à des personnes morales. La personne physique in fine qui serait le locataire en l'occurrence n'est pas accessible aujourd'hui. Ça le sera dans les toutes prochaines semaines. C'est sur le bureau de la DGEC. Le texte est bouclé et validé. Il suffit juste de le signer. Il y a un petit embouteillage de signatures en ce moment en fin de mandat. Mais d'ici quelques semaines, voilà, le texte sera signé et permettra de faire revenir in fine la garantie d'origine à un locataire, personne physique, et donc il y aurait une chaudière individuelle. Et donc, indépendamment qu'on soit sur du collectif ou de l'individuel, hein, c'est ça, hein, tu confirmes? Absolument, absolument. Aujourd'hui, le système fonctionne sur du collectif puisque c'est une personne morale qui gère le collectif. La personne physique arrive d'ici quelques
semaines, ce qui fait qu'on pourra s'adresser à toute typologie d'acteurs et également aussi toute typologie de technologies, qu'elles soient individuelles, collectives, mais ça fonctionne aussi pour de la cogénération, ça fonctionne pour de la PAC gaz, ça fonctionne pour tous les systèmes qui utilisent du gaz. Merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Sinon, on va... Oui. Bonjour Rémi Bastien, j'avais une question pour Raphaël. Nous, on est en discussion avec Enedis au niveau de l'autoconsommation collective, justement pour considérer la cogénération avec du gaz vert comme de l'énergie renouvelable, parce que je vais le présenter juste après, mais pour l'autoconsommation collective étendue, on peut être en haute tension seulement quand on est sur une production d'énergie renouvelable. Et la question, c'était, qu'on est en train de regarder avec Enedis, c'est comment la PMO prouve qu'elle a des garanties d'origine, que c'est l'énergie renouvelable, et du coup qu'elle peut accéder à ce périmètre d'opération. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec Enedis dans ce sens-là. Pas forcément travailler dans ce sens-là, c'est certain. C'est que toute personne peut se désigner acheteur non fournisseur, et donc il pourrait y avoir un lien avec la PMO puisse se désigner acheteur non fournisseur pour la opération. Donc gérer ce lien directement. Et après, bien dans toutes les lois renouvelables, à partir du moment où on prouvait qu'on a bien un approvisionnement, une garantie d'origine, ça pose de problèmes sur la valorisation de l'électricité produite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Rémi, du coup. Alors ça coupe un petit peu, du coup c'est un peu compliqué, mais ce que je comprends, c'est que la PMO peut racheter les garanties d'origine ou quelqu'un d'autre. Après, il faut juste qu'on voit avec Enedis comment on met ça en œuvre dans la convention d'autoconsommation collective notamment pour pouvoir accéder au périmètre HTA. Mais on en reparlera, on pourra en reparler à une autre occasion. Ouais, ça marche, on en Raphaël, discute si besoin, mais je pense que... Oui. Ouais, Vas-y, je t'en ce que prie. je voulais dire, c'est que le sujet est ouvert côté Enedis avec nous et que pour l'instant, voilà, c'est pas forcément acté de leur côté que la cogénération peut éventuellement être de l'énergie renouvelable. D'accord, bah, on va échanger sur le sujet, du coup, ça marche. Merci à tous. On va passer du coup sur la deuxième table ronde. Tout à fait. Du coup, la deuxième table ronde, elle portera sur la production d'énergie, notamment sur l'autoconsommation collective. Donc, Rémi Bastien interviendra pour présenter Enogrid. Et ensuite, on aura l'intervention de Jean Sobozinski qui présentera la solution d'Evol6 qui est développée par Evol6. Donc, deux solutions assez différentes, deux retours d'expérience qui peuvent tout à fait être intégrés dans le E = 0. Rémi, je te passe la parole et n'hésite pas à indiquer à Hélène quand tu souhaites bouger les slides. Ça marche. Donc, bonjour à tous, je suis Rémi Bastien, cofondateur d'Enogrid. Je crois que j'ai une petite slide de présentation d'Enogrid juste après. Donc Enogrid, on est une société créée en 2018, spécialisée dans l'autoconsommation collective. On est maintenant aujourd'hui une équipe de 12 personnes avec des bureaux à Paris et à Grenoble. Et en termes d'expérience, on est aujourd'hui à une cinquantaine de projets d'autoconsommation collective accompagnés partout en France et 22 opérations qui sont suivies sur notre plateforme logicielle en phase d'exploitation. Donc déjà, pour remettre dans le contexte, avec Energy Sprong, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir de plus en plus, pour atteindre les objectifs, on va avoir de la production d'énergie sur les bâtiments. Et ensuite, la question va être, qu'est-ce qu'on fait de cette production d'énergie? Quel modèle de valorisation on utilise? Donc pour replacer dans un cadre vraiment général, il faut faire la différence entre la production centralisée et décentralisée. Donc dans notre cas, on est vraiment dans la production décentralisée, où aujourd'hui on a trois modèles. Le modèle de revente totale, c'est-à-dire on injecte directement la production sur le réseau et on le revend à des acheteurs obligés ou à d'autres acheteurs du marché. On a le modèle de l'autoconsommation individuelle. Donc, je produis derrière mon compteur, et j'autoconsomme ce que je peux derrière mon compteur et le surplus est injecté sur le réseau. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le dernier modèle qui est l'autoconsommation collective.
Donc, le principe, assez rapidement, de l'autoconsommation collective, c'est d'avoir un circuit court de l'électricité renouvelable et décentralisée à l'échelle locale, où on peut associer un ou plusieurs producteurs avec un ou plusieurs consommateurs. Donc, quand je parle de producteurs et de consommateurs, je ne parle pas forcément d'entité, je parle de points de production et de points de consommation, ou de points d'injection, ou de points de soutirage. En fait, le principe, c'est qu'on a plusieurs compteurs différents du réseau, qui sont tous dans une proximité géographique que je vais détailler un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, la loi, donc le Code de l'énergie, nous propose deux modèles d'autoconsommation collective qui sont tous sur le même principe technique que je vous ai présenté précédemment, mais qui ont quelques petites règles qui peuvent différencier. Donc on a l'autoconsommation collective dans un même bâtiment. Pardon. Donc par exemple, une autoconsommation individuelle sur les parties communes et le surplus qui est autoconsommé collectivement sur les parties privatives. Dans le modèle du bâtiment, on peut être sur le réseau basse tension et sur le réseau moyenne tension, quel que soit le type de production, qu'on soit en production ENR ou pas. Et dans ce modèle-là, on n'a pas de limite de puissance. Ensuite, on a le périmètre étendu, où là, on n'est pas seulement dans un même bâtiment, mais on peut être dans plusieurs bâtiments. On a un périmètre étendu qui est standard, avec une distance maximale de 2 km entre les participants les plus éloignés. On peut être connecté au réseau basse tension ou au réseau HTA si on est en production ENR. Par contre, si on est en production non ENR, on est uniquement sur le réseau basse tension. Et dans ce cas-là, on est sur une production maximale de 3 MW cumulés pour l'ensemble de l'opération en France métropolitaine. En ZNI, même si ça ne nous concerne pas, c'est 0,5. Et ensuite, on a la possibilité d'avoir un périmètre dérogatoire de 20 km entre les participants les plus éloignés. Le reste des règles reste le même. Pour avoir cette dérogation, il faut faire une demande au ministère en charge de l'énergie et les critères d'acceptation sont notamment liés à l'isolement, à un habitat dispersé ou à une faible densité de population. Là, c'est à la slide suivante. Donc, le fonctionnement de l'autoconsommation collective, on a, comme je l'ai dit, un ou plusieurs producteurs ou points de production qui s'associent avec un ou plusieurs consommateurs ou points de consommation. Qui vont s'échanger de l'électricité, qui vont éventuellement avoir un contrat entre eux. L'ensemble de ces participants sont liés entre eux au sein d'une personne morale organisatrice, donc la fameuse PMO qu'on parle beaucoup quand on parle d'autoconsommation collective. La PMO, elle a un contrat avec le gestionnaire de réseau Enedis pour gérer cette opération. Et Enedis fait le lien également, entre autres, avec les fournisseurs d'énergie, enfin les fournisseurs d'électricité qui vont apporter le complément d'électricité aux consommateurs de manière classique. Donc, tous les échanges d'électricité entre producteurs et consommateurs se font via le réseau public. On ne parle pas de réseau privé quand on parle d'autoconsommation collective. Pour faire le comptage de ce partage d'électricité, il est nécessaire que l'ensemble des participants soient équipés de compteurs communicants, donc Linky ou PME, PMI. Si les gens ne sont pas encore équipés, Enedis peut anticiper le déploiement sur les futurs participants. Les consommateurs, donc on comprend bien que le but de avec une autoconsommation collective, on ne va pas couvrir l'intégralité des besoins de consommation des participants. Donc chaque consommateur garde son fournisseur d'électricité classique et garde le libre choix de ce fournisseur d'électricité. Et enfin, pour le producteur, il est tout à fait possible de faire de l'autoconsommation individuelle, donc ACI, avant de faire de l'autoconsommation collective. On n'est pas obligé d'injecter directement toute l'électricité dans la boucle d'autoconsommation collective. D'ailleurs, dans la très grande majorité des cas aujourd'hui, il s'agit d'abord de faire de l'autoconsommation individuelle et c'est le surplus qui est valorisé en autoconsommation collective. Donc chez Enogrid, depuis 3 ans, on a essayé de catégoriser un petit peu les différentes catégories d'opérations d'autoconsommation collective parce que voilà, on voit que c'est pas les mêmes enjeux selon les cas d'usage et on a fait trois grandes. La première, c'est l'autoconsommation qu'on va appeler patrimoniale.
où on va avoir producteurs et consommateurs qui sont la même entité. Donc dans ce cas-là, on parle plus finalement d'une autoconsommation multisite. Donc c'est principalement aujourd'hui développé par les collectivités qui vont installer une centrale photovoltaïque sur un de leurs bâtiments et autoconsommer collectivement sur d'autres bâtiments. Donc ça va être une production sur l'école qui va être partagée avec la mairie, avec le centre technique, voilà, avec la cantine ou autre. Ce cas-là est vraiment un cas très simple parce qu'il n'y a pas de contrat de vente à mettre en place, il n'y a pas de personne morale organisée à mettre en place. Donc, c'est vraiment finalement un peu une extension naturelle de l'autoconsommation individuelle. Ensuite, on a l'autoconsommation collective sociale, où là, c'est plutôt développé par les bailleurs sociaux, où le bailleur va être producteur d'électricité, va faire de l'autoconsommation individuelle et parfois collective aussi sur les parties communes des résidences. Et gros changement, va pouvoir faire de l'autoconsommation collective avec les parties privatives, c'est-à-dire avec les logements. Dans le cas de l'autoconsommation collective sociale, le bailleur a une exception réglementaire qui lui permet d'être directement personne morale organisatrice, ce qui simplifie la mise en place de ces opérations et l'intégration notamment des locataires dans ces opérations. Et la dernière typologie d'opération est l'autoconsommation collective ouverte, où là, c'est le modèle le plus, je n'ai pas envie de dire complexe, mais le plus avancé, où producteurs et consommateurs sont des entités différentes. Il y a généralement de la vente d'électricité entre les différents participants. Et à ce moment-là, il faut soit créer une PMO, soit identifier une structure qui pourra jouer le rôle de PMO. Et il y a une vigilance juridique et contractuelle à avoir, notamment sur voilà, dans quel cadre on s'échange l'électricité, quelles sont les règles internes de l'autoconsommation collective, comment on fait évoluer l'opération, etc., etc. Donc, dans le cadre d'Energy Sprong, c'est plutôt l'autoconsommation collective sociale qui nous intéresse parce que c'est généralement déployé sur le logement social. Mais voilà, je voulais vous montrer tous les cas d'usage possibles pour l'autoconsommation collective. Et voilà, je crois que j'arrive à oui, c'est ça, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Rémi. Effectivement, on a peut-être des questions. Alors, après, pour le moment, on en a pas. Ah, si, Pierre-Antoine? Question, est-ce que tu peux juste repréciser ce que c'est que le PMO? Parce que je suis pas sûr que. Ou la PMO pour que. La PMO. Alors, oui, tout à fait. Alors là, en fait, dans la loi, le Code de l'énergie demande que producteurs et consommateurs soient liés au sein d'une personne morale dite organisatrice. Donc c'est ça, PMO, c'est personne morale organisatrice. Et le rôle de la PMO, finalement, c'est d'être l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau. Quand on fait l'autoconsommation collective, Enedis ne s'amuse pas à aller discuter avec l'ensemble des producteurs et des consommateurs. Lui, il veut un point d'entrée unique avec qui il va pouvoir discuter pour mettre en place l'opération et ensuite la suivre opérationnellement pendant toute sa vie. Est-ce que ça répond à la question? Il faut que j'aille un peu plus dans les détails. Ah, c'est bien. Moi, j'avais une petite question. Du coup, Enogrid, ton rayon d'action, est-ce qu'il est uniquement régional ou de France ou un rayon un peu plus Non. large? Alors, je crois que je l'ai dit au tout début, on travaille vraiment, nous, dans toute la France. Donc, on travaille pas mal dans les Hauts-de-France, notamment parce qu'on a un partenariat avec le CD2E. Mais je crois qu'il nous manque une seule région, ça doit être la Bourgogne-Franche-Comté, ou sinon, on a des opérations vraiment dans toute la France. Ok, super. Merci beaucoup, Rémi. Je te propose qu'on passe à l'intervention suivante. Et si entre-temps, il y a des participants qui ont des questions pour Rémi, n'hésitez pas à nous les indiquer sur le chat ou à les poser plutôt sur la dernière partie de ce webinaire. Donc là, on reçoit Jean Sobozinski, qui est gérant d'Evolsys, et donc il va présenter une autre solution en lien toujours avec l'E égale 0, qui est notre fil rouge de la matinée. Jean, je vous passe la parole. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement gérant d'Evolsys. Evolsys a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. On fait de la récupération d'énergie sur les eaux usées. Et donc, en fait, on est pleinement dans le E égale 0 dont on parlait tout à l'heure. Energy Sprong, c'est le fait d'isoler déjà et de réduire les consommations, principalement au niveau du chauffage. Donc, nous, on va se concentrer sur la partie chaleur et spécifiquement sur la partie eau chaude sanitaire. Sur le
le fait de réduire en fait les consommations du bâtiment avant même de se dire comment on produit, même si c'est très bien sûr de produire avec de l'énergie verte, locale, renouvelable. Nous, le but, ça va être de faire de l'énergie de récupération et d'abaisser le besoin à la base, parce qu'on ne peut pas que compter sur l'usager. Donc voilà, on essaye de réduire le besoin. Et forcément, de réduire le besoin, ça va réduire les émissions de CO2. Et on va aussi proposer des solutions qui ont des maintenances qui sont très limitées, ce qui a toute son importance quand il y a un engagement qui est pris sur 30 ans dans le cadre d'Energy Sprong. D'avoir des solutions qui ne nécessitent pas de maintenance ou très faibles, ça a quand même son intérêt. Donc pourquoi travailler sur la récupération d'énergie sur les eaux usées? Alors c'est toujours un terme très long, mais voilà, on ne peut pas faire sans. Le principal besoin, une fois qu'on a bien isolé son bâtiment, qu'on a une ventilation performante, ça va être le besoin en eau chaude sanitaire. Et ce besoin aujourd'hui représente la moitié des consommations, alors dans les usages traditionnels, mais ça représente à peu près la moitié des consommations d'énergie du logement. Et en face de ça, on a des eaux usées qu'aujourd'hui on envoie aux égouts. Quand vous prenez votre douche, vous allez envoyer de l'eau qui est encore à peu près à 35 degrés directement dans les égouts. Donc toute l'idée, c'est de se dire, bah, on met en face un besoin et un gisement, et on va faire de la récupération d'énergie de cette manière-là. L'intérêt de travailler sur les eaux usées, c'est qu'on ait une adéquation parfaite entre le rejet et la production. On travaille en instantané, ça veut dire qu'au moment où la personne va prendre sa douche, elle évacue de l'eau chaude et il y a de l'eau froide qui rentre au même moment dans le bâtiment. Donc on a une adéquation complète vraiment entre le rejet et la production. On va être indépendant du climat, que le projet se situe à Lille, à Marseille, à Besançon, peu importe, qu'il y ait du soleil ou pas, peu importe. Nous, on va travailler avec l'eau usée qui est utilisée à l'instant T. Et enfin, on va être indépendant de l'usager. Donc, il n'y a pas de question de surstockage, de sous-stockage. Quand l'été, vous avez la moitié du bâtiment qui est inoccupé, on n'aura pas de question de se dire qu'est-ce que je fais de ma chaleur ou je la stocke, puisque nous, on ne produira qu'en fonction des usagers, donc en fonction de l'eau qui aura été puisée. Donc, c'est pour ça que les eaux usées et la récupération d'énergie sur les eaux usées, c'est quand même une solution alors que j'ai mis évident. Moi, ça me paraît évident. J'espère que ça le sera pour vous à la fin de la présentation. Donc, comment ça fonctionne? L'idée est plutôt toute simple, c'est ce que je vous expliquais juste avant, mais vous prenez votre douche, vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau usée qui va partir à peu près à 35 degrés dans les canalisations. Et en fait, on va faire circuler à contre-courant l'eau froide, donc juste par la pression de l'eau de ville, et on va préchauffer cette eau à environ 30 degrés. Ça va dépendre des montages hydrauliques et des systèmes qui sont mis en œuvre, mais en général, on va être entre un préchauffage de l'eau froide entre 23 et 33 degrés selon la solution qui est utilisée. Donc c'est pas un gadget, ça équivaut à peu près entre un quart et trois quarts d'énergie qui peut être récupérée dans les eaux usées avec des systèmes simples. Ce sont des systèmes qui ne nécessitent pas de pompe, d'auxiliaire. C'est vraiment des choses qui jouent sur l'aspect gravitaire de l'écoulement des eaux usées et sur la pression de l'eau de ville. On pourra revenir d'ailleurs après si vous avez des questions sur vraiment comment ça marche, mais ça reste très simple. En termes de solutions, chez Volsys, on a une gamme qui est assez large. On est principalement distributeur. Après, on fait aussi du développement, mais sur des solutions un peu plus complexes. Mais pour tous les équipements individuels, aujourd'hui, c'est plutôt de la distribution. Donc, on a le produit le plus vendu, le plus connu généralement. Donc, c'est un récupérateur vertical, le shower pipe. Donc, ce système-là, en fait, remplace un tuyau d'évacuation verticale. Et c'est un double tuyau, en fait, concentrique, dans lequel on fait passer l'eau froide, l'eau usée, pardon, à l'intérieur du tuyau et à l'extérieur du tuyau, entre le cuivre, l'échangeur cuivre et le PVC pression, on va faire remonter l'eau froide. Et puis ensuite, on a un receveur qui est intégrable directement dans la douche. Ça, c'est intéressant dans le cadre d'Energy Sprong, notamment quand il y a des renouvellements de salles de bain, où les salles de bain sont remises à neuf. Il y a des gros travaux, donc les salles de bain peuvent être remises à neuf. On a un projet comme ça avec Norevi, là, actuellement, donc qui n'est pas dans le cadre d'Energy Sprong, mais ils refont les salles de bain, ils changent les receveurs classiques pour des receveurs avec échangeur de chaleur. Et puis ensuite, on a des caniveaux de douche, on a des systèmes pour les baignoires. Donc on a une gamme qui est assez large et qui permet généralement de répondre un peu à toutes les configurations. Et ensuite, on a des solutions collectives qu'on peut voir juste après. Donc les solutions collectives, en fait, vont, elles, centraliser les eaux usées et on va préchauffer l'eau qui alimente l'appoint. Donc sur l'appoint, résultat, plutôt que de recevoir de l'eau à 10 degrés, eh bien l'appoint va recevoir de l'eau qui va être
entre 22 et 26 degrés, forcément, il y aura besoin de moins d'énergie pour monter l'eau à 60 degrés. On est vraiment là pour une réduction du besoin. On peut passer aux slides suivantes. Alors là, il manque un gros bout de texte qui a disparu. Hop, je vais le reprendre sous les yeux. Le but, en fait, quand on va penser à son système d'eau chaude sanitaire, on a deux leviers en fait pour baisser ça. D'une part, il y a la sobriété, ça veut dire que l'usager va consommer plus ou moins. Ça, c'est assez difficile d'intervenir là-dessus, parce que vous aurez toujours des personnes qui vont penser à couper l'eau quand ils se savonnent, puis d'autres qui vont passer une demi-heure sous la douche, parce que c'est sympa de passer une demi-heure sous la douche. Donc ça, c'est un levier sur lequel c'est pas forcément évident de jouer, surtout quand on est un acteur extérieur, en l'occurrence un bailleur social ou peu importe, mais aura du mal à imposer à ses occupants de moins consommer. Donc, les leviers où on va pouvoir jouer, ça va être la conception des systèmes. Là, j'ai pris un exemple assez simple. À gauche, vous avez une production centralisée avec un bouclage. Donc, on a des pertes sur le stockage, on a des pertes sur le bouclage, sur la distribution. Et ensuite, on a une certaine consommation liée à l'usage propre de X litres par minute à autant de degrés. Et on voit qu'avec un système de récupération de chaleur individualisé et avec une petite production individualisée éventuellement, donc là forcément c'est un cas qui est favorable, mais ce qui nous permet quand même de constater qu'on va pouvoir réduire de 80% la consommation d'énergie fossile pour la production d'eau chaude sanitaire, avec un système shore pipe en récupération de chaleur. Donc l'usager ne verra pas forcément la différence en termes de confort, mais par contre, sur la consommation réelle d'énergie, on aura fait chuter drastiquement la consommation d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou fossile, et donc forcément, on aura aussi baissé les émissions de CO2. Bien entendu, le petit delta, les 30 kWh qui sont nécessaires, si on peut le faire avec du renouvelable, c'est encore mieux. Et donc, en faisant ça, on voit vraiment que l'action de l'utilisateur, c'est un point, mais c'est pas du tout ça qui est décisif, c'est vraiment celui qui conçoit le bâtiment, le projet, qui va permettre de réduire significativement la quantité d'énergie nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire. Et enfin, on va passer sur des exemples. Donc aujourd'hui, nous, on travaille sur toute la France. On a des projets un peu partout. Alors, il y a des régions qui sont plus ou moins motrices. On voit qu'il y a un peu une diagonale Bretagne-Lyon et au-dessus. On fait aujourd'hui principalement des projets neufs, parce que c'est toujours plus simple de faire du neuf, parce qu'on pense à tout de suite. Donc, c'est forcément plus pratique. Mais on commence à faire des opérations de réhabilitation. Là, il y a un projet en énergie Sprong avec Vilogia, où il y a 36 logements. Donc là, on équipe de shower pipe, donc de récupérateurs verticaux, les R+1 et R+2. Les rez-de-chaussée ne sont pas traités. Ça a été un choix qui a été fait comme ça. Potentiellement, on aurait pu avec d'autres solutions, mais le choix a été porté sur uniquement du récupérateur vertical. On a le projet à Nice, donc pour Nord-et-Vide, donc où il y a 70 logements, principalement des baignoires. Donc on met un système sous la baignoire. C'est des baignoires qui sont bien sûr utilisées en mode douche. Et puis, donc on a 50 logements avec des baignoires et on a 20 logements où là, on a des receveurs de douche qui sont installés. Donc, comme quoi ça peut se faire très bien. Sur Vilogia, c'est des récupérateurs qui sont installés en gaine technique. Et chez Norevi, c'est gaine technique ou directement sous la baignoire, comme j'ai pu le dire juste avant. Écoutez, merci. J'ai fait assez court. On m'avait dit un quart d'heure. Voilà. Il y a peut-être des questions. Merci beaucoup, Jean. Alors, est-ce qu'on aurait éventuellement des questions de la part des participants? Ça a été très clair. Moi, j'ai une question. En termes de surcoût pour un receveur ou en termes d'investissement, on se retrouve comment? Un receveur classique un peu qualitatif, ça coûte 300-400 €. On va doubler le prix, par exemple, pour le receveur, on va doubler le prix, sauf qu'on intègre un échangeur de chaleur qui a une performance entre 22 et 30% selon le montage qui est fait. Donc le surcoût est plutôt limité par logement. Et quand on est sur un système de type récupérateur vertical, on est plutôt aux alentours de 900 € hors taxe fournie, posée. Enfin, nous, on ne fait pas l'installation, mais c'est à peu près l'ordre d'idée du coût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, l'énergie de récupération, c'est la moins chère des énergies. C'est des systèmes qui sont partis pour des très longues durées.
Parce que comme je disais, je ne suis pas rentré dans le détail de la maintenance, mais il n'y a pas vraiment de maintenance. Le receveur, par exemple, se nettoie comme un receveur de douche classique. Il n'y a pas de pièces à changer, il y a pas de... C'est des systèmes qui sont partis pour le pipe, par exemple, le shore pipe, c'est parti pour plusieurs dizaines d'années. Donc, ramené au nombre de kilowattheures récupérés, il n'y a aujourd'hui aucune énergie qui est moins chère que celle qu'on arrive à récupérer dans les eaux usées. Et hormis, bien sûr, le fait de baisser sa consommation en baissant le robinet, mais hormis cette sobriété, il n'y a pas moins cher en termes de coût, de revient du mégawattheure. Et est-ce qu'il y a une formation spécifique pour la pose? Alors non, nous, on accompagne le plombier qui va le poser parce qu'il peut y avoir des questions de juste comment ça se branche, où ça se branche. Mais ce sont des systèmes qui sont très très simples. Donc si le plombier s'est branché un tuyau d'évacuation, ce qu'il normalement est capable de faire, s'il s'est branché un tuyau d'eau froide et d'eau chaude, il est capable de le faire sans souci, quoi. Je touche du bois, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de retour de plombier qui n'avait pas su l'installer. On a déjà eu des questions étonnantes, mais personne n'a pas réussi à l'installer. J'ajoute juste un petit mot, retour d'expérience par rapport aux conceptions énergétiques qu'on voit passer sur les projets. Très peu souvent, on se demande comment diminuer ce poste, celui de la production d'eau chaude, c'est-à-dire que dans les calculs qu'on voit passer, souvent on considère les à peu près 25-30 kWh thermiques nécessaires par mètre carré par an nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire, en considérant que c'est incompressible. Avec une solution comme ça, on commence déjà par réduire le besoin. Là, c'est extrêmement intéressant, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile derrière d'atteindre le E égale 0. Donc, ce type d'innovation est, à mon sens, vraiment à creuser sur les projets. Et réglementairement, donc on est valorisable dans les réglementations, que ce soit réglementation thermique à existence qui vous intéresse directement sur Energy-Sprong. Les gains vont être maximum à peu près de 30% d'un point de vue réglementaire pur, parce qu'il y a des abattements, parce qu'il y a des algorithmes qui font qu'on est dans cet ordre-là. Et comme je disais, nous, en fonction des solutions, on réduit entre un quart et trois quarts le besoin en énergie. Sur la partie eau chaude sanitaire nécessaire au lavage corporel, cette partie représente 80-85% du besoin en eau chaude. Donc voilà, si on se dit qu'on arrive à réduire de 50% en moyenne le besoin, sur 80%, on va réussir à réduire de l'ordre de 40% dans la réalité le besoin en énergie nécessaire à la production d'eau chaude pour le logement. Et l'eau chaude devient un des postes principaux de consommation quand on est sur du logement bien isolé. Donc, c'est là où on voit l'importance que ça revêt. Tout à fait. Et puis en plus, moi c'est un peu l'exemple que je prends, mais ça ne vient pas à l'idée des gens d'ouvrir leurs fenêtres en plein hiver quand il fait -10. Pourtant, l'enjeu de l'énergie qui part dans les eaux usées est identique à l'enjeu de ce qui est extrait d'un logement par la ventilation. Sauf que la ventilation, ça tourne toute l'année sur des gros débits en mètres cubes, mais l'air est assez peu caloporteur. Alors que l'eau, on a des volumes on a l'impression beaucoup plus faible parce que ça ne dure pas longtemps. Mais en fait, l'eau est tellement bon caloporteur qu'on envoie beaucoup d'énergie en pas longtemps aux égouts. Merci beaucoup, Jean. Du coup, Hélène, je te propose qu'on poursuive. Et c'était la parole à Pierre-Antoine, je crois. C'est ça. C'est ça. Donc, oui. Je te laisse présenter les prochains rendez-vous. Tout à fait. Donc déjà, merci à tous d'avoir été présents avec nous ce matin et pour vos interventions qui ont été... moi, j'ai eu des super présentations, donc c'est vraiment, vraiment chouette d'avoir pu compter sur vous ce matin. Désolé pour le remaniement un peu de dernière minute qui nous a amené à devoir opter pour la solution digitale. Donc, pour finir, peut-être un petit mot sur les prochains événements organisés par l'équipe Energy-Sprong France. Alors déjà, dans un premier temps, alors très rapide, parce qu'on arrive, on n'est pas très loin de midi. Premier événement, le jeudi 2 décembre, on organise une visite du projet de Waterloo, les 160 logements qui sont en cours de rénovation pour le compte de Villogia. C'est donc l'après-midi de 14h à 17h, et donc sur le site du projet. Et donc, nous, ça nous semble super si vous pourriez... alors, je sais que je crois savoir qu'il y a déjà des inscrits parmi vous, et donc c'est très bien. Donc, c'est vraiment destiné aussi aux entreprises pour pouvoir un peu voir ce que représente une rénovation Energy-Sprong à échelle 1, si je puis dire. De voir aussi un petit peu les installations techniques qui ont été mises en œuvre sur ce projet. Également, de voir un peu les retours d'expérience et les difficultés auxquelles ils se sont heurtés. Et je pense que ça, c'est toujours des choses à mettre un peu en lumière pour les futurs projets.
Et donc, on vous a remis le lien d'inscription. Il faut juste se dépêcher parce qu'il y a déjà pas mal de monde inscrit. Donc, on va être limité je crois qu'on va être limité à 70 personnes au total, pour des raisons de salle, etc., par rapport à l'organisation. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire si vous êtes intéressé. Et le deuxième événement, ça sera un peu notre conclusion un peu phare de l'année. Donc, ça sera le 15 décembre au Salon Bipositive à Lyon. On va organiser un forum innovation comme on l'avait fait à l'issue de notre premier concours d'innovation en 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on avait organisé un grand événement à la Cité Fertile à Pantin. C'était pour marquer la fin de ce concours d'innovation, de faire une journée un peu dédiée à toutes les solutions techniques qui avaient été développées par les candidats et puis par l'écosystème Energy Sprong au sens large. Et on avait clôturé cette journée par la remise des prix de ce concours d'innovation. Et bien là, l'idée, c'est de refaire la même chose, mais pour le concours d'innovation saison 2, celui qui est en cours et qui se termine donc d'ici un mois. Donc là, cette fois-ci, ce sera à Lyon, au salon Bipositive, sur lequel donc on aura un stand qu'on va animer en partenariat avec Orsit, puisque l'idée va être d'élargir le thème à celui de l'industrialisation de la construction au sens large, y compris sur la partie neuve et sur la partie rénovation, puisqu'il y a des synergies qui sont extrêmement fortes entre ces deux activités, sur la partie industrialisation et Orsit. Et donc, du coup, on organise un cycle de conférences sur l'ensemble de cette journée, donc entre le matin et l'après-midi. Et après, en début de soirée, il y aura la remise des prix du concours d'innovation saison 2, donc aux alentours de 18h30. Et ce sera suivi d'un cocktail dînatoire, bien sûr, pour toutes les personnes qui seront présentes. Donc voilà, donc on vous encourage à vous inscrire et à vous rendre disponible pour venir nous voir. Il y aura beaucoup d'intervenants qu'on va aller solliciter dans l'ensemble de l'écosystème, côté maîtrise d'ouvrage, côté entreprise, côté facilitateur, mais également du point de vue de la réglementation, CSTB, AQC notamment par exemple. On va aussi évidemment solliciter des personnes un peu de haut rang, notamment du côté des ministères pour tout ce qui est remise des prix. Et voilà, donc on va essayer d'avoir le plus de témoignages inspirants et de dessiner un petit peu ensemble peut-être qu'est-ce que peut être le futur de ces rénovations industrialisées, de l'industrialisation dans la construction au sens large, et quels sont un peu les différents sujets qu'il va falloir qu'on continue d'adresser tous ensemble au fil des années à venir. Voilà. Merci Pierre-Antoine. Alors le lien d'inscription, on l'a, et je vois qu'il est marqué qu'il est à venir, mais on va vous communiquer le save the date en même temps que le replay en même temps que le mail compte rendu de cet atelier. Tout à fait. On remettra Ah, j'ai un coup. Je ne sais pas d'où il vient. Doris, peut-être je te laisse. Ah bah non, ça marche mieux. C'est peut-être parce que Pierre-Antoine, tu laisses ton micro. Donc merci à tous les intervenants effectivement pour avoir respecté le timing qui était très court parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Donc on va vous envoyer un mail bien sûr avec le replay et puis tous les éléments d'inscription pour les différents événements. Et donc on se donne rendez-vous pour notre prochain atelier donc qui aura lieu le 20 janvier. Matin, qui portera sur la thématique de l'intégration et l'accompagnement des locataires et plus largement en fait des usagers et des occupants, puisque ça fait partie des 4 piliers de la démarche Energy Sprong. Et c'est un point sur lequel aussi des entreprises nous ont demandé de pouvoir leur apporter une aide là-dessus. Donc, je vous dis merci à tous et bonne journée. À bientôt.